Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de Top of the Top avec mon ami Mandark, avec moi. Hello à toutes, hello à tous. Hello Cham. Le Cham, hello moi-même. Hello lui, hello les autres aussi. Alors, émission très spéciale aujourd'hui, mon cher Mandark, et je suis très très content d'être là aujourd'hui. Parce qu'on avec a un peu du poids lourd. On a du poids lourd, et d'ailleurs, pour le poids lourd, on a avec nous deux personnes que vous connaissez bien sur la multigaming, sur Gaming. Et ben, on a The Maniac. Bonsoir à tous. J'ai eu on est des poids lourds aussi, à notre manière. Oui, vous êtes pas voilà à notre manière. Moi aussi, t'étais un poids À lourd. notre manière, j'ai dit. On a deux personnes, disons, le poids lourd dans le domaine. Voilà, on y est encore. Zom est un rédacteur hors pair pour tout ce qui est test de RPG, notamment, bien sûr. Ça y est, il va me faire rougir. Déjà qu'il y a les spots là. C'est un poids lourd. Et puis, avec moi, première fois qu'il vient sur le plateau, très content en tout cas de t'avoir avec nous, Zortom. Pour ceux qui sont là le matin, de 10h à 13h. Merci de vous être levé. Vous le voyez tous les matins, il est là avec les chroniqueurs du Geek Morning, Zortom. De 10h à 13h, du lundi au vendredi. Je suis très content de t'avoir parce que déjà parce que je suis content de te voir et c'est toujours un plaisir de te retrouver en vrai. Mais surtout parce que c'est toi qui nous a ramené aujourd'hui un invité de marque. Mais vraiment, merci beaucoup Zortom et je vais dire merci beaucoup à notre invité qui va arriver de suite puisqu'il est sur Skype avec nous, il n'est pas sur place parce qu'il est en Pologne. Pour la simple raison qu'il est sur la sortie de son jeu, enfin sur le jeu sur lequel il a travaillé. Il est senior game designer de The Witcher 3. Il s'agit donc de Damien Monnier, ou la personne sur laquelle Voilà, Damien. Salut Damien. Bonjour. Hello. Très ça contente. Vous m'entendez ? Ça va, bah oui, ça va toi ? Parfait, ouais, ça va, mais super. Franchement, là, les tests viennent de sortir. Ah oui, voilà, on y était. Oh là là, vous avez pas idée toute la journée, mais on pouvait pas bosser, on était tellement stressés. Et là, je suis heureux, mais heureux. Mais en même temps, moi, personnellement, je suis vraiment pas surpris. Enfin, je sais pas si mes collègues, pareil, sont surpris. Non, tout ce qu'on a vu sur le jeu pour l'instant ne mérite que des critiques positives. Après, on verra une fois le jeu en main. Clairement, bien sûr. Tout ce qu'on a vu jusque-là, ouais, Alors, nous on l'a pas testé, donc on peut pas dire grand-chose. Mais je suis pas surpris en tout cas qu'une bonne partie des spécialistes qui ont pu tester le jeu, certainement ont été conquis, voire même enchantés. Personnellement, moi j'ai hâte vraiment d'avoir la manette en main et de pouvoir contrôler Geralt dans ses aventures, dans sa troisième aventure, qui a été donc notamment développé, le game design, une bonne partie du game design a été développé par notre ami Damien. Il me dit oui, c'est bon, je dis pas de bêtises. Donc, j'aurais bien voulu venir vous voir, mais comme aujourd'hui c'était l'embargo des tests, je voulais vraiment que je reste avec mes collègues. C'est un peu la fête d'ailleurs. Une fois le stream terminé, je vais sortir et puis on va peut-être prendre 1, 2, 3, peut-être 5 bières. 5 bières, comment on sait faire chez CD Projekt en général, effectivement, quand on fête, on le fait avec de la bière. En tout cas, c'est une excellente chose pour vous. Je suis très content que ça se passe bien pour toi, Damien. On va parler un peu plus de ton travail et du jeu, The Witcher 3 tout à l'heure, en fin d'émission. Là, on va commencer ton test. Enfin, ton test. Excuse-moi, ton top, pas de test. Ton top 10. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur, comme tu dis. On va d'abord commencer donc par le numéro 10 de ton top. Tu as fait un top 10 qui était vraiment très intéressant et qui va donner un peu plus de détails sur ton profil de joueur et sur ce que tu as joué et peut-être des indices sur ce qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu de Witcher 3. Donc, tu me confirmes que tu as un bon retour ? Oui, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Bon, on va pouvoir commencer alors, disons, avec le numéro 10, donc de ton choix. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, j'ai pas dit bonjour. Donc, Rose Grognon, Vinsteak. Même des vidéos du jeu, c'est génial. Vous êtes préparés, les gars, là. Oui, c'est du travail de pro. On fait pas les choses à moitié, ici. C'est super. Donc, numéro 10, Giant Citizen Kabuto, qui est sorti. C'est ça. Il cherchait en fait depuis tout à l'heure, Mandark. Mais je savais que je connaissais PS2, voilà exactement. Et d'ailleurs, petit zoom sur la petite jaquette du jeu que Zortom nous a ramené parce qu'il est grand fan. Tu peux te rapprocher de la caméra, Zortom. C'est celle-là. Parce qu'elle zoome pas, celle-là.
Voilà, donc c'est effectivement le jeu Giant Citizen Kabuto. Très très grand jeu. Pour les gens qui ne connaissent pas, il est disponible sur GOG et je vous le conseille parce que c'est vraiment un très très grand jeu. Damien, je te laisse la parole. Dis-moi, pourquoi ce choix en 10e position de tes meilleurs jeux? Alors déjà, pour faire le top 10, c'était assez dur. Parce que je joue beaucoup. Ça, je veux bien te Faut croire. comprendre qu'en plus d'être designer, on est tous fans de jeux au boulot. On joue tout le temps, que ce soit jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de bateau, quoi que ce soit, on joue tout le temps. Donc c'était assez dur pour moi de trouver les 10 meilleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment les premiers qui me sont passés en tête. Et T'as bien fait. numéro 10. Donc celui-là, c'est ce que j'ai vraiment adoré. Donc c'est un jeu en 3e personne on peut jouer 3 types de persos pendant tout le jeu. Et pendant tout le jeu, on va voir ce géant de temps en temps qui est vraiment OP, qui est super fort et en fin de jeu, on peut enfin jouer avec ce perso-là. Et ce que j'ai adoré, c'est que donc pendant tout le jeu, on le voit et on en a peur. Et à la fin, on peut enfin y jouer. Et c'est cette sensation qui est vraiment géniale parce qu'on se sent vraiment super fort. Et c'est vrai qu'il est OP. C'est génial. Je me rappelle effectivement de ce jeu, on commençait un trooper, comme l'on voit, un trooper de l'armée anglaise. Et ce qui était vraiment intéressant pour la première fois dans un jeu, c'est qu'on jouait 3 races qui permet d'avoir 3 styles de jeu différents. Donc notamment le trooper qui est du TPS assez classique avec un trooper. Il me semble que le monstre tu joues à la deuxième race, il me semble, non? On avait, troisième. Longtemps que j'y ai pas joué, mais je crois que c'était le troisième. D'accord. Ouais, non, mais Zartom me confirme. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et il y avait une autre race qui était la Sylphide, je crois, la sirène. Ouais, les Reapers en anglais, c'est genre de sirène. Au sein à l'air d'ailleurs. qui a été censuré, il me semble, aux États-Unis. J'avais pas la version américaine. Donc, voilà, donc il n'y avait pas la version américaine, moi j'avais la version aussi européenne. Mais aux États-Unis, elle avait pas les seins nus, elle avait donc un petit haut pour cacher ses seins. Voilà. No boobs. Ça, c'était la petite anecdote. Mais il était effectivement très chouette, très très beau à l'époque. Ce que je disais Zartom, c'est que moi j'avais pété ma carte graphique au cours de pareil, moi aussi. Toi aussi? Oui, moi aussi, c'était pareil. Mais dégoûté, donc en fait je l'ai jamais terminé. J'ai jamais terminé. La frustration. C'était gourmand à ce point par rapport aux machines de l'époque. Ouais, à l'époque c'était hallucinant. Les cartes graphiques. La technologie Transformed and Lightning des GeForce 3 en fait de Nvidia. À ouais, moi j'avais une GeForce 2 Voodoo. Et voilà. J'avais une Voodoo 2 et elle a pas de Moi aussi. Ah, toi aussi, bah. Bon, Damien, quand tu veux. J'étais tellement content. Et comme moi. On l'avait défoncé la Voodoo, elle avait rien compris. Elle a pas tenu. Exactement. Donc, mais franchement, quel plaisir de jouer. En plus, cet univers était très 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 drôle, très fun. L'histoire était très très drôle. Et puis bon, quel plaisir aussi, effectivement, au moment où on se retrouve avec le monstre et on défonce tout le monde. Je crois que c'est vraiment le moment où tu peux vraiment profiter du jeu, quoi. C'était un vrai soulagement en fait de pouvoir jouer le monstre. C'était très drôle. Voilà, ouais. Pour moi, le jeu se terminait avant justement, et de pouvoir jouer avec le monstre, c'était plus. C'était des défouloir, clairement. Voilà, ouais. C'était très sympa, et puis surtout c'est ce build-up qu'on avait pendant tout le jeu, on en avait peur, et enfin on peut devenir ce monstre. Et enfin, je sais pas, pour moi c'était vraiment sympa. Le jeu était marrant, et surtout on avait des jetpacks, donc on pouvait juste voler un peu partout, ce qui était super marrant tout seul d'ailleurs. Donc voilà. D'accord. Ça détonnait à l'époque dans la production, il n'y avait pas vraiment. Ça faisait un petit peu. Il était un peu auréolé d'un côté un peu arty d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et pas forcément. Du coup, la communication sur le grand public n'a pas été. Non, c'est vrai qu'au niveau grand efficace. public, c'est pas un jeu qui a vraiment. Je pense pas qu'il ait vraiment énormément marché. Ça, c'est une phase RTS. Il y avait une phase RTS qui était très intéressante. D'ailleurs, c'était un des premiers jeux. On commençait en FPS. On passait en deuxième position en RTS, et après on passait en gros TPS bien bourrin où on fracassait tout. Enfin, vraiment, le gameplay était totalement différent selon donc les phases de jeu sur lesquelles tu vas partir. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein de jeux maintenant qui mélangent tous les genres. Donc c'est vrai que c'est pas nouveau, mais à l'époque, c'est extraordinaire.
Donc, alors, effectivement, ça a l'air moche aujourd'hui. Hein. Tout est à plat. Bah écoute, détrompe-toi pas tant que Ouais. ça. Alors, j'en profite, je hijack un petit peu la conversation, excuse-moi. Ah bah vas-y. T'as dit donc il était dispo sur GOG et les gens derrière GOG, c'est les mêmes gens que derrière The Witcher, c'est ton employeur aussi, si je dis pas de bêtises, Damien. Bien sûr. Et C'est une boîte sœur, on va dire. Voilà. On est amis, on partage les mêmes locaux. Mais j'ai pas le droit à ce jeu gratos. Hein. Je dois les payer comme tout le monde. C'est n'importe quoi. Aucun intérêt. Je m'en vais. Franchement. Et c'est un des premiers jeux que j'ai installé parce que vous avez, enfin vous, pas vous, mais donc les gens derrière GOG ont sorti GOG Galaxy récemment. C'est un des premiers jeux que j'ai réinstallé et donc j'y ai joué avant-hier parce que je savais que tu allais en parler encore plus sur mon écran Quad HD et franchement ça rend super bien encore le jeu quand il est en résolution maximale. Tu peux y jouer en résolution maximum, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Ah non, mais en plus c'était pas du tout le cas à l'époque. 14 ans le jeu quand même. Déjà faut bien penser à ça. Et donc c'est 2001-2002. Oui, c'est 2001. Oui, c'est un test d'Agbu dans le joystick qui m'a donné envie d'acheter oui, le jeu. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Agbu, si tu les écoutes. Pour une génération PS2, on va dire sans le cœur de la PS2, ouais, c'est pas mal quand même. Ah non, carrément. Ouais, tout à fait. Et donc, franchement, c'est pas si moche que ça. Si t'as un PC récent avec un bon écran, une bonne carte graphique, une bonne carte graphique, y a pas besoin, mais ça rend encore pas si mal que ça. Les effets de lumière, du soleil et de réverbération sur l'eau sont magnifiques. Donc, franchement, ça reste un jeu qui date, mais c'est loin d'être le plus moche auquel on peut jouer. D'accord, donc il a bien vieilli. D'accord, c'est parti de ces jeux-là qui ont bien vieilli. Et voilà, le côté TPS, puis après stratégie qui s'enchaîne, franchement. Ça tourne toujours très bien. Tu termines effectivement par le truc que t'as vu traîner dans tous les coins et tu stompes tout le monde, c'est génial, quoi. Génial, d'accord. Ok. Bon, merci Damien en tout cas pour ce numéro 10 qui était que j'approuve. Hein, personnellement, je valide totalement le numéro 10. Parce qu'effectivement, il m'a pété une carte graphique, donc il méritait bien d'être dans un top. En y réfléchissant, j'aurais dû le mettre numéro 1 justement parce que j'ai pété ma boule de 2. D'accord. Bon, on passe à la suivante. Numéro 9. Numéro 9. Alors, un peu spécial. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, c'était un jeu que j'aimais en tant que joueur et que j'ai apprécié en tant que designer. C'est Mario Land 2 pour la Game Boy. Je sais plus quand il est sorti, c'était dans les années 90, je crois. Oh, certainement, oui, bien sûr. Mais il n'y a aucun souci, hein, c'est ton top, tu as le droit de mettre tous les jeux que tu veux, il n'y a aucun souci. Encore heureux. Ouais. Merde, j'ai pas besoin de m'expliquer. Exactement. Ça doit être fin 97, 18. Mandark peut-être peut un peu plus nous dire, parce que c'est lui le spécialiste des jeux. Même avant, c'est là que je joue la carte, ma mémoire me fait défaut. Oui, ça c'est le 2, ça c'est ça. Oui, ça c'est le 2. Je ne me souviens plus de la date de sortie exacte. D'accord. Bon, et donc je vas-y. suis pas certain que ce soit si tard. Alors pourquoi spécifiquement en fait cette version Game Boy de Super Mario Land? Parce que, et j'en ai parlé d'ailleurs depuis à mes collègues, j'aurais montré ma liste juste pour avoir leurs opinions. Bien et sûr. il y a quelqu'un qui a eu exactement la même expérience que moi qui est intéressant. Ah carrément. Il a terminé. En fait, ce qu'on faisait, c'est que déjà, il faut que j'explique un peu le jeu. C'est pas juste Mario, c'est Mario. Je dirais pas open world, mais on pouvait avoir plusieurs mondes différents. Comme là, on voit celui de l'arbre. Donc, c'est un thème qui est assez différent. On va avoir du design qui est un petit peu différent. C'est toujours le même truc dans le sens où on doit récolter des pièces, etc. Mais les ennemis vont vraiment être en harmonie avec le thème, on va dire. Et c'est vraiment challenging, on va dire. Mais une fois qu'on a compris le truc, on peut toujours s'amuser à refaire le même niveau en essayant d'aller peut-être plus vite, de ne tuer aucun ennemi. Et c'est ce que je faisais de temps en temps. Je passais on va dire un samedi à juste jouer à ce jeu, à le terminer. Et mon collègue, c'est pareil. Il le prenait et il le terminait comme ça. Et c'était toujours aussi fun. Chaque niveau est vraiment très bien designé. Il n'y en a pas un qui est plus dur que les autres parce que souvent, et je sais que lui aussi est d'accord avec moi. C'est en général, effectivement, les Mario, c'est une montée en puissance, c'est-à-dire plus on monte dans les mondes, et c'est encore le cas aujourd'hui, plus on monte dans les mondes, plus les mondes deviennent plus complexes et plus difficiles. Là, c'est pas du tout le cas. Non, peut-être le dernier niveau qui s'ouvre à nous quand on a vraiment tout terminé. Mais sinon, non, c'était un plaisir, c'était relaxant. Et j'ai vraiment du mal à expliquer pourquoi j'aime ce jeu, mais j'y jouais comme ça et c'était très fluide. Il y avait vraiment aucun monde que je détestais. C'était un des jeux en fait que tu. J'aime pas nager. Tu
vois. C'était un des mondes que t'as dû beaucoup plier sur ta Game Boy quand t'en avais une quand t'étais jeune, c'est ça? Voilà. Donc, on en a tous eu un de jeu comme ça portable qu'on avait tout le temps avec soi. C'était le truc avec les piles toutes pourries, donc on voyait plus rien, donc on essayait de les frotter un petit peu histoire de terminer le monde. Quand les piles étaient là, ça diminuait la qualité, ça coupait pas net d'un bloc, quoi. Moi j'ai jamais connu ça, j'avais une Game Gear, donc j'étais toujours à côté d'une prise. Ouais, mais la Game Gear, mais moi j'avais pas le droit, parce que mon père m'engueulait, parce que je suis pas très vieux quand même, donc la Game Gear, je devais avoir 10 ans, je crois. Ouais, d'accord. Et j'avais pas le droit d'y jouer parce que la facture d'électricité était phénoménale et les piles, c'était même pas la peine d'essayer. Donc, ça, c'est sûr, Game Gear, c'est pas possible. Game Gear, il fallait 6 piles. Il fallait 6 piles, non, mais moi j'y jouais pas avec les piles, moi je jouais juste avec les prises. 6 piles et 1 heure de durée. 6 piles, 20 minutes, ouais, tu fais 2-3 niveaux de tonique, c'est bon. Et puis sur le truc qui était bien avec ça, c'est qu'on pouvait aussi sauvegarder. C'est vrai. Donc bon, j'aimais bien ça. C'était une plaie quand même, quoi. C'était la console portable à laquelle on jouait que chez soi. Donc c'est une chose sur laquelle tu as tout à fait raison, Damien, c'est qu'on n'a plus aujourd'hui de Mario comme ça, où on pouvait commencer au niveau qu'on voulait. Et effectivement, où les niveaux étaient tous de même qualité et un gameplay différent, mais de même difficulté. Voilà, je cherche le nom. Ça se fait plus. Enfin, c'était le seul d'ailleurs, il me semble. Dans ma mémoire de gamer, j'en vois pas d'autres réellement. Non, même chez Nintendo en général, de toute façon. Non, je pense au dernier, je pense à Kirby ou. Petit bonus quand même que je vous ai laissé. Ça c'est pour toi, Damien. Je pense que tu te souviens de cette pub à l'époque. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui, c'était bien ça, ouais. Avec Wario en dessin animé qui parlait. On voyait tout différent, c'était génial. Ils savaient faire des pubs à l'époque. Ils savaient faire les pubs, c'était vraiment marrant. C'était pas aussi aseptisé qu'aujourd'hui. Non, ça allait directement au cœur du truc. Hein. Donc par rapport à ce que je disais, effectivement, à part aujourd'hui, je crois le dernier, le Zelda Link Between Worlds. Non, Link Between Worlds, tu peux choisir les mondes. Enfin, tu peux choisir les mondes. Il n'y a pas de linéarité des stages. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un peu ce qu'on avait. Mais c'est 20 ans après. Mais c'est 20 ans après, quoi. Après Super Mario Land 2, oui. Et il a fallu quand même attendre 20 ans pour qu'il refasse un nouveau jeu qui est sur console portable d'ailleurs. Et c'est sur console portable, effectivement, tout à fait. Bien vu, Zem. D'ailleurs, tu l'as fait toi, le dernier Link Between Worlds, Damien? Non. D'accord. Bon, je te le conseille. J'ai jamais terminé un Zelda. La minute jeudi confession. Voilà. Je suis un designer de jeux vidéo, je n'ai jamais terminé un Zelda. Je le dis ici ce soir. J'apprécie le design, j'ai toujours apprécié plein de choses, que ce soit sur la Nintendo, la N64. J'ai joué quand même beaucoup, c'était Ocarina of Time, non? Ouais, ça ou Majora's Mask. Un des deux. Non, le premier, donc c'était Ocarina of Time. Ouais. Hey. Celui-là était très très bien, j'ai vraiment aimé. Mais en fait, j'adore ces jeux-là, mais je sais pas pourquoi je les ai jamais terminés. Voilà. Donc, bon, d'accord. Non mais tu peux pas finir tous les jeux. Non mais on peut pas déjà finir tous les jeux et puis après on vit un jeu qu'on vraiment on kiffe à fond, quoi. Précédemment dans Zelda. C'est bientôt un jour peut-être que ça pourra venir plus tard. Ok, bon on avance un petit peu. Numéro 8. Allez, c'est parti. Ça c'est un grand. Un grand 8. Ah. Ça c'est pour Zem. Enfin, je sais pas mon truc, mais c'est la première fois qu'on le voit quand même. C'est la première fois qu'on a un GoldenEye 64 dans un top 10. C'est un des 4 jeux. C'est un des 4 jeux qui valait le coup sur 64. Mais il y en avait un peu plus. Ouais, bon, ok. Mais c'est un des jeux multijoueurs qui a vraiment. Ah bah il a révolutionné le multijoueur en salon. Oui, voilà quoi. Exactement. Pour sortir une phrase tarte à la crème de la profession. Je crois que c'est le premier jeu où j'ai joué à 4. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un des premiets jeux. Enfin, c'est ça. C'est vrai qu'on c'est un des premiers jeux où on était à 4 sur le canapé et à bien se marrer avec les chocapi, avec les pépitos et le coca. Comme nous, avec un pote, on voulait jouer façon à la dure. En fait, on s'était démerdé avec un système où il y en a un qui était au-dessus, en fait, avec un carton qui séparait la visibilité au milieu de l'écran, mais je te jure, et un qui était foutu en dessous, pour pas qu'on sache où était l'autre. Ah oui, parce que sinon c'est trop simple de spoiler. Mais pourquoi en numéro 8 On va laisser Damien peut-être expliquer un peu son expérience, parce que ça reste son top, effectivement, et puis il a peut-être certainement eu une expérience qu'on serait très curieux de savoir, parce que bon, GoldenEye, on ne le présente même plus.
Mais ouais, c'est bizarre que personne n'ait pris GoldenEye pour un top 10 avant. Tu sais, Damien, tous les invités qui sont passés avant toi ont fait exactement la même réflexion que toi en entrée. Si tu savais ce que c'est dur de trouver 10 titres pour un top of the top, donc je pense qu'il y en a plein qui doivent se dire oh non, GoldenEye, j'ai oublié GoldenEye. Certainement, bien sûr. Alors, pourquoi GoldenEye du coup Quand j'ai fait ce top 10, surtout, j'ai pas vraiment essayé de réfléchir à pourquoi j'aimais ces jeux, c'est surtout, je me voyais, donc par exemple, Mario Land, c'est moi dans la voiture, j'adorais ce jeu. Et voilà, je m'en rappelle, je m'en souviens parce que je l'aimais. Et après, justement, là, je suis en train de réfléchir et de me dire, mais pourquoi est-ce que j'aimais ce jeu-là ? Et celui-là, GoldenEye, c'est moi et mes potes à jouer. Moi, j'étais fan de Proximity Mine. Et je faisais tout péter dans les toilettes, voilà. Les toilettes. C'était du grand n'importe quoi, mais surtout c'était un jeu. C'est la première fois que je jouais à un jeu multi comme ça avec autant d'amis. Et j'ai vraiment adoré le multi. J'ai pas joué à l'histoire single player. Mode solo. La campagne. J'ai jamais joué au mode solo avant. Alors j'ai acheté une N64 il y a quelques années pour y rejouer et là j'ai vraiment joué au solo. D'accord. Pour moi c'était juste multi et c'était génial. Donc nous aussi quand on était ados on faisait aussi la technique du carton, donc très avancée la technique. Et s'il y en a un qui rejet, il se fait taper dessus. On faisait comme on pouvait à l'époque, en tant que joueur. Mais l'implication pour jouer par moment, je crois qu'il y en a qui réalisent pas à quel point il y a des trucs qui relevaient du parcours du combattant. Et c'était un des jeux effectivement où on pouvait cheater puisqu'on pouvait regarder sur l'écran de son adversaire pour retrouver son adversaire. Et du coup c'était même une technique de jeu. On se souvient à part effectivement si tu fais la technique du carton. C'était splitté en 4, là ça te fait plus chiant pour splitté en 4, voilà. Tu regardes sur l'écran où est-ce qu'il respawn, tu peux le retrouver super facilement et logiquement il a pas d'arme. Et en plus, voilà, c'est ça. Mais moi en tout cas, j'avais de très très bons souvenirs avec mes potes où en général, on se faisait souvent des modes à la claque. Voilà, c'était des modes claque, c'est-à-dire aucune arme, et on faisait et on passait notre temps à genoux en train de glisser partout, non? Exactement, où on était à genoux, effectivement, et on glissait à faire à coups de claque. C'était, voilà, c'est un des... Le lance-patate, bien sûr, aussi, qui était très drôle. Et voilà. GoldenEye reste effectivement l'un des plus beaux souvenirs de joueurs multi à 4 devant la télé. Golden Gun. Et ça, c'est un truc aujourd'hui qu'on n'a plus. Golden Gun. C'est un truc aujourd'hui qu'on n'a plus parce que même aujourd'hui avec les consoles actuelles de Nintendo, on n'a plus cette vraie. C'est vrai, on se retrouve plus comme ça dans un salon à jouer à 4, un jeu hardcore. Un Mario Kart ou un truc comme ça, mais c'est pas hardcore comme c'était. Oui, non mais là à l'époque effectivement voilà. Pour les FPS, je sais pas, il y a je sais pas si ça marche online. Encore. Tu fais beaucoup plus ça online. Mais maintenant c'est online, c'est ce que j'allais dire. Mais est-ce que t'as pas la même convivialité. On va dire que c'était. Il y avait pas un jeu sur Wii qui était sorti, The Conduit, qui proposait un mode de 4 joueurs en écran splitté sur un. Je sais plus, enfin bon, le 8 à 4, pardon. 64, c'était Perfect Dark encore aussi qui faisait ça. Ouais, c'était excellent ça, Perfect Dark. Ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, t'as les gamins qui veulent pas jouer sur un écran splitté 4K 55 pouces à 4. C'est ça. Oui. Et nous, on joue à 4, sur une télé 28 pouces CRT en 480p. Les petits blasés, nous, on passait sous une casquette d'eau froide pendant 2 heures avant d'allumer une console. On était contents. Évidemment. Il y a Absalon qui pose une question et je te réponds après, Absalon. Ne t'inquiète pas, parce que là, je vais pas couper comme ça dans notre lancée. Écoutez, Damien, alors du coup, peut-être tu voulais rajouter quelque chose sur GoldenEye ? J'aimerais rajouter quelque chose parce que récemment, ça fait genre 7 ans, j'ai rencontré un des designers de GoldenEye. Oh, d'accord. En Angleterre et j'ai adoré ce qu'il m'a dit parce qu'il m'a dit à la base GoldenEye c'était censé être comment on dit, on rails. Oui, un rail shooter. C'est un rail shooter. Voilà, c'est censé être un rail shooter et le distributeur était complètement contre l'idée d'aller où on voulait dans le monde. Pour eux, c'était pas amusant, il n'y avait pas de structure et les gens feraient n'importe quoi. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que les gens faisaient n'importe quoi en multi, mais c'est évidemment c'est ça qui était drôle. Et il m'a dit, donc ils ont dit ok, pas de problème, on va faire on rail, et au dernier moment ils n'ont pas dit au distributeur
qu'ils avaient fait un truc comme ça et c'est vraiment apparemment ça gueulait à fond. Ah, ils ont mis devant le fait accompli. Ils ont fait le multi en 2 semaines. Hein. Ils ont eu quand même, ils ont eu des coucougnettes quand même. Parce que là, on peut si le c'est dire. un rail shooter, ça veut dire que le multi était pas le cœur du truc, quoi. Loin de là. Bah non, ils l'ont fait en 2 semaines ouais, juste donc avant pour la ça. fin. Ah ouais, donc, ça en 2 semaines. Ça en 2 semaines. Ah ouais. C'est quand même le cœur du jeu Ah, aujourd'hui. mais tu quoi. m'étonnes. Non mais c'est n'importe quoi. C'est des histoires comme ça quand on est designer. On se dit mais c'est incompréhensible. On dit aujourd'hui. Project, on est 250 personnes. C'est ça, je me dis aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir un truc comme ça. En tout cas, sur un AAA, ça c'est sûr. Indépendant, je pense qu'effectivement, on doit avoir des choses de cette manière, de ce type-là. Mais effectivement, en AAA aujourd'hui, c'est inconcevable. Je veux dire. Non, mais nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'un mec va faire en sorte que notre perso principal, Geralt, ait une barbe qui pousse. Oui. Ça, par exemple, c'est un mec qui l'a fait comme ça. Il l'a dit à personne et. Voilà, au bout d'un moment, la barbe commence à... Mais c'est pas le cœur du jeu, quoi. C'est pas... C'est quoi ce bazar? Mais ça ok, ça passe. Chez nous, ça passe. Dans d'autres boîtes, moins. Faire le multi en 2 semaines avant la sortie du jeu... On l'en citera pas aujourd'hui, des boîtes comme ça. Non, mais c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris de risques. Beaucoup de gens qui se sont pris des grosses claques avec des jeux qui n'ont pas marché, mais au moins, ils ont pris des risques. Et GoldenEye, c'était vraiment, mais c'était que ça, c'était que du risque et ça a marché. Et super content pour eux. D'accord, ok, ben, merci pour l'anecdote. En tout cas, ça je savais pas du tout et c'était super intéressant en tout cas. Bon, très bien. Bah écoutez, on va avancer. Hein, numéro 7. Allez. Alors, je précise, c'est le premier. Hein. C'est le premier. Ouais, c'est le premier. C'est le premier, je confirme. Qui est assez court, c'est dommage. 55 niveaux, ouais. Voilà. Donc Peggle pour moi. Peggle. Pourquoi Peggle? J'étais très surpris hein, de ce titre dans le. Ah ouais, dans ouais. Le top. Alors, ouais. Peggle c'est simple. Je l'utilise quand j'ai par exemple un ami ou une amie ou une copine qui n'est pas très jeu vidéo. D'accord. Je vais lui donner Peggle et je vais lui dire c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est tirer la boule. C'est faire en sorte, voilà, il faut tirer la boule et puis t'attends. Et souvent, après mais c'est con ce jeu, c'est même pas un jeu, c'est un truc de chance. Bah, c'est ce qu'on appelle, les Japonais jouent beaucoup à ce type de jeu, c'est un pachinko. Un pachinko, voilà, c'est exactement ça. N'empêche que Peggle, c'est vachement bien, c'est super prenant, et moi du coup je les ai tous pris, quoi, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est surtout le son, l'audio. Ah ouais, l'audio t'es tout le temps... C'est ding 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 ding, et le truc tombe et là t'as des feux d'artifice, t'es le meilleur. Effectivement, t'as les Gloria à la fin, t'as les camps qui arrivent. Et puis le ralenti quoi. Le ralenti au moment où tu vas toucher le petit truc. Avec la voix qui fait quand on a... C'est plein de trucs comme ça que vraiment. Mais j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai commencé le premier un soir à. Je crois qu'il était 6-7 heures. Et je l'ai fait en une fois le truc. Je l'ai terminé en une seule fois. Voilà. C'était sur quel support? Sur PC. D'accord. Alors, c'est sur PC, voilà. Alors sur la vidéo que je vous ai mis là, en fait, c'est des meilleurs coups hein, que j'ai pu trouver sur le net, et celui-là est exceptionnel parce que il ne s'arrête pas. Vous allez voir qu'il va durer presque. Oh, je vais pas vous dire. Il va être très très long en fait. À demain matin. À demain matin. Salut. Mais quand on y pense, c'est assez simple comme design, mais c'est je sais pas. Pour moi, c'est vraiment super bien designé. Il y a plein de super bonnes idées. Et voilà. Et le deuxième n'est pas aussi bon, je dois avouer. Ah oui, c'est vrai. Le deuxième n'est pas aussi bon? Non, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui était bien dans le premier. Ah d'accord. Ah ça je savais pas, tu vois. Je pensais que c'est bien, ça fait un fil rouge. Je veux pas comment dire critiquer. Qu'est-ce qui manquait en fait dans le 2 pour qu'il soit aussi bon que le premier? Ils ont voulu faire des nouveaux persos, parce que bon, faut expliquer que pour chaque niveau, on peut choisir. Donc une fois qu'on a terminé le jeu, on peut rejouer peut-être en choisissant certains persos. Mais normalement, chaque niveau, c'est 5 niveaux, un truc comme ça, aura un perso. Donc là, on voit le crabe, le homard, je sais plus quoi, qui va vous donner 2 petites flippers là sur les côtés.
Après, on a quelqu'un qui va. Je sais plus, j'essaie de me rappeler. Ah si, on a la fleur. La fleur, c'est celle que j'utilise beaucoup. Une fois qu'on va dans une bille orange, ça va automatiquement, illuminer celles qui sont les plus proches et tout ça. Et les nouveaux persos ne marchent pas vraiment bien, et surtout les mondes ne sont pas bien designés. Et puis aussi, bien sûr, c'est il faut payer. Il y a EA a racheté la boîte. Donc il y a du DLC. Malheureusement, ça se sent. Ouais, on sent que EA est derrière, effectivement. Ouais. Voilà. Donc toujours les mêmes. EA, bien sûr. On a l'impression que quand ils rachètent des boîtes, ils font tout pour l'exploser, quoi. C'est hallucinant. Hein, après Maxis, Bioware, les créateurs de Dead Space. Ils travaillent, Money, baby. Ils travaillent partout et c'est des super bons gars et des très, très bonnes jeunes filles aussi, très bonnes designers, mais et qui veulent faire comme moi un très bon boulot. Tout ce qu'on veut quand on est designer, c'est faire un jeu pour que les gens s'amusent. C'est tout. Point. Bien sûr, après, on veut vendre parce qu'on a des factures à payer. Mais c'est tout. Moi, je m'en fiche. Je veux juste que quelqu'un me dise, comme là aujourd'hui, les tests du jeu Witcher, pour moi, bien sûr, le score est important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour moi la première fois que quelqu'un, en dehors de la boîte, va me dire s'il a aimé notre jeu. Est-ce que tu t'es amusé? Oui, super. C'est tout ce que je veux savoir. D'accord? Et mes amis, donc à ces boîtes-là, c'est exactement la même chose. Seulement, malheureusement, des gens un peu au-dessus vont changer les règles et vont peut-être casser le jeu pour pouvoir faire plus d'argent. Et ça, c'est très triste. Donc toi, t'estimes en fait que The Witcher 3, à l'heure actuelle, c'est exactement le jeu que vous vouliez faire Voilà. C'est pour ça qu'on a poussé la date 2 fois, parce qu'on s'est dit c'est pas là où on n'est pas là où on veut être. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui vous en ont voulu, hein, ça du report. En même temps, si c'est pour avoir un bon jeu à l'arrivée, on sait être patient. C'est exactement ce que j'allais dire, Zem. Moi, pour moi, vous pouvez le reporter peut-être 6 fois, si c'est encore pour rajouter des trucs ou améliorer les choses. Si c'est pour avoir un jeu bâclé à l'arrivée, mais tellement, reporter. Tellement. Donc, ils s'en sont pas encore à FF15, donc tout va bien. Ils avaient de la marge. Exactement. Désolé, on continue encore parce que Peggle continue. Hein, les pinces de crabe ont pas terminé. Ça y est. Il a perdu. Voilà. Mais il a pas de pause, ce gars-là. Mais 8 minutes 42, il a tenu sur le. Incroyable. De non-action en plus. 8 minutes 42 de rien, quoi. Il s'est passé rien. Il a appuyé sur les pinces. Non, mais quoi. à part il a appuyé sur les pinces. Mais sans conséquence. Je veux dire. En gros, il sert juste à rebooter le truc. Il va pas pouvoir activer des choses. Voilà. Écoute, Peggle, effectivement, c'était un choix très étonnant en tout cas, mais du coup, compréhensible. On aura tout vu dans cette émission. Croyez-moi, montrez Peggle à vos mamans. Sûr à 100%, elles vont adorer, même si elles jouent pas au jeu vidéo. Ouais, effectivement. Voilà, je tente la même approche. Non, appuie sur le bouton, c'est tout. Laisse faire. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça reste du jeu vidéo, regarde, effectivement. Il y a un game design, ça reste du jeu vidéo malgré tout. Tout à fait. Allez, on continue. Numéro 6. On est au numéro 6. Half-Life. Nul besoin de vous présenter en plus. Cette. On l'avait pas eu non plus, je crois. Half-Life, on l'a jamais eu, ni Half-Life, ni Half-Life 2. On n'a jamais eu Half-Life ni Half-Life 2. Tu es le premier à nous mettre Half-Life sur ton top. Et pourtant, c'est un monument du jeu vidéo qu'on pouvait obligé de mettre un moment dans un top parce que il a lancé énormément de choses en plus d'un solo extraordinaire, donc un scénario très original, des niveaux qui ne sont pas des niveaux comme à l'époque de Doom où on passait d'un niveau à un autre. Là, tous les niveaux, c'était un espèce de grand niveau qui se suit. T'avais une mise en scène qui était extraordinaire, un gameplay qui était sentiment de solitude formidable. Et de démesure. Enfin, c'était un choc incroyable quoi sur PC. Il y avait déjà de très très bons titres à l'époque, mais celui-là, il avait en plus il posait les bases en fait. Totalement. Les bases du FPS aujourd'hui sont posées grâce à Half-Life, et en plus, il s'est permis d'être quand même celui qui a lancé énormément de jeux, notamment Counter-Strike. Counter-Strike est un mode. Est un mode de Half-Life. Team Fortress.
Team Fortress, c'était un des modes. C'était pas le mode qui a lancé Team Fortress. Mais si on va jusque-là, Portal est aussi enfin, c'est pas un mode, mais c'est un dommage collatéral, on va dire, de Half-Life. Tout à fait. Voilà, exactement d'impact. Voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment, en plus de ça, je ne saurais pas définir ce qu'il y a dans les Half-Life et Half-Life 2, qui sont vraiment deux jeux. Bah, je pense qu'ils sont aussi importants pour grand nombre de joueurs. Il y a vraiment eu une immersion en fait qui, voilà, ce jeu a provoqué une immersion chez les joueurs qui a été rarement décrit avec autant d'attachement et de comment dire, d'amour au cœur, voilà, et de pensée. Exactement. Nostalgique. Mais je vais laisser bien sûr Damien me parler de son témoignage sur Half-Life. Vous avez tout dit en fait. Pour moi, c'est pas juste le jeu qui a vraiment introduit pas mal de bases pour le FPS, mais c'est aussi la façon dont beaucoup de gens se sont rapprochés pour créer donc cette communauté avec Counter, avec Team Fortress, avec plein de modes. Et pour moi, c'était plus qu'un jeu, c'était vraiment un mouvement qui a commencé plein de choses. Tout à fait. Et récemment, j'étais à Seattle pour PAX. Et donc, je sais pas si vous savez, mais Seattle, c'est pas loin de là où se trouve Valve. Donc, ils sont à Bellevue, je crois. Et je sais pas si vous vous rappelez, au début donc, de Half-Life, quand on commence, on est dans ce petit, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit véhicule, un petit monorail. Plutôt un monorail. Voilà. Et quand vous allez comment dire, à l'aéroport de Seattle, quand vous allez entre le terminal, je sais plus lequel, et machin, vous êtes, mais c'est exactement le même truc. C'est le même design. Génial. Et vous allez devant la vitre et voir le truc. C'est un monorail, c'est exactement le même truc. C'est impressionnant. Quand je suis rentré dedans, mais j'étais content. Personne ne comprenait pourquoi je filmais tout. J'étais, mais c'est Half-Life, vous vous rendez pas compte non, c'est pas grave. Mais si, c'est en vrai. Et pour moi, ouais, c'est le design des ennemis, c'est le tempo surtout. J'ai vraiment adoré le fait qu'au bout d'un moment, ça accélère. La musique va accélérer aussi. On va, on va se battre contre des humains, donc qui vont être introduits progressivement. On va en voir un se battre avec un alien qu'on connaît, parce qu'au début on se bat contre les aliens, donc il va se faire tuer. Après on va avancer, on va rencontrer un autre qu'on va devoir tuer. Donc c'est vraiment, mais Valve a toujours été très bon à faire ce genre de truc, à vraiment comprendre comment introduire des persos ou des mécaniques du jeu progressivement pour qu'au bout d'un moment on devienne complètement on soit très à l'aise avec, ouais. Voilà, tout à fait. Ça c'est génial et pour moi c'était parfait. Donc très bon jeu, super bon jeu même. C'est bien d'avoir ton retour de game designer aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a une bonne partie de jeux en tout cas que tu as montré, c'est aussi parce que le game design t'a beaucoup marqué en fait, d'après ce que je remarque, en tout cas, au dehors du fait que c'est un excellent jeu, etc. Mais ouais, c'est parce que j'ai commencé à analyser, même quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à analyser pourquoi est-ce que j'aime ça, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que certains jeux ne marchent pas. Bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais game designer. Et maintenant que je suis designer, je regarde ces jeux auxquels je jouais et je comprends pourquoi ils sont toujours aussi bons d'ailleurs, parce que c'est ça aussi un bon jeu, c'est ça. Même si les graphismes sont plutôt moyens maintenant, je veux dire Half-Life, même si on a un mode HD pour les textures, c'est toujours un très bon jeu. L'introduction, comme je disais, du soldat qui se fait tuer, tout ça va jamais changer, c'est toujours bien designé, on comprend. Et donc, moi j'adore. Half-Life pour moi c'était bien plus qu'un jeu, c'était une communauté, c'était d'autres jeux à côté, gratuits bien sûr. Ouais, les modes bien sûr. Et je parlais de Counter-Strike, effectivement au départ c'était un mode gratuit, avant qu'il soit aujourd'hui un phénomène plus qu'un mode. Aujourd'hui c'est un jeu et un jeu à part entière, et c'est grâce à Half-Life aujourd'hui que voilà, on a autant de joueurs de Counter-Strike. Voilà. Entre autres, bien
sûr. Tout à fait. Évidemment. Mais oui, en tout cas, très bon choix parce qu'effectivement, Half-Life reste un des jeux les plus mythiques que l'on ait eu jusqu'à présent dans le jeu vidéo. Tiens, et c'est d'ailleurs, dommage qu'on ait pas eu dans un top. pour ceux qui aiment Half-Life et qui connaissent pas, il y a un petit show qui s'appelle Freeman's Mind sur Internet. En fait, c'est un gars qui a refait tout le jeu en commentant comme s'il était vraiment Gordon Freeman. Et Gordon Freeman, dans le jeu, est un sociopathe. Et le gars fait vraiment tout le jeu, en fait. Voilà, et commande chaque action. Et c'est brillamment fait, c'est incroyablement bien écrit. Voilà. Et ça s'appelle Freeman's Mind. Il y a 50 ou 60 épisodes. Depuis le temps. Oui, le gars fait ça depuis quelques années. Hein. Il maîtrise son sujet. Voilà. Il prend son temps et il fait du bon. Voilà. D'accord, ça, laisse noter ça. Zartom, tu voulais dire un petit truc, effectivement. Non, mais ça rejoint ce que vous disiez, mais pour moi, c'est aussi surtout le jeu qui a sorti le genre FPS, qui était condamné à nous sortir des Serious Sam pendant des années. C'est vrai. Ça me manque, Serious Sam, quand même. Moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais justement, maintenant, tout le monde s'est calé sur Half-Life et plus sur. C'est vrai que t'as raison. Tout à fait. On sortait du côté bêtement shoot, Doom, Quake, Unreal. Et les Exen hérétiques allaient plutôt dans le même sens que ça, alors que là, Half-Life ont changé complètement de façon de faire pour moi. Et effectivement, toute la partie mode, enfin, je veux dire, même Steam aujourd'hui, est-ce que Steam ça existerait sans Half-Life tout court, quoi? Et ce que disait Damien dans Half-Life, moi, quand la première fois qu'on tombe sur un humain, d'ailleurs, on se doute pas en fait qu'il puisse y avoir un problème, qui sont là aussi pour t'éradiquer, parce que bon, je spoil, hein, mais la prescription aujourd'hui. Je pense que tu peux spoiler. Voilà, donc tout doit disparaître en fait dans le jeu, donc surtout toi. Et mais on sait pas au début en fait, on voit des humains, donc on se dit ah bah tiens, force de l'ordre, t'as un réflexe de citoyen, tu baisses ton flingue, et là évidemment tu commences à te faire canarder. Donc le jeu aussi était vachement intéressant. Parce que c'est un pecno à la base quand même, faut le dire, hein, Gordon Freeman, c'est pas un soldat, c'est un pecno. Mais le jeu prenait, moi j'avais beaucoup aimé parce qu'à l'époque il y avait Max Payne dans un registre totalement différent, mais Max Payne était aussi un jeu extrêmement bien scénarisé, extrêmement bien pensé, et dans ses mécaniques et la façon de les amener, voilà. Donc c'était vraiment du jeu très brillant, j'ai trouvé très similaire à ce niveau-là. Des petits trucs iconiques, genre le pied de biche là qu'on voyait encore. Oui, tout à fait. C'était iconique. C'est bête, mais quand tu commences avec ça, ça a marqué aussi les gens, je pense. C'est un pied de Freeman. Ça, c'est un petit détail. Exactement. Oui. Bon bah voilà. T'entends plus, Tom, micro. Ah, zut. T'as dû... Le pied de biche qui avait servi à annoncer le 2 d'ailleurs, c'était l'ombre du pied de biche posé qui faisait le pied de biche plus l'ombre, ça faisait un 2 pour Half-Life 2. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Quand enfin ils avaient annoncé Half-Life 2, parce que tu me parlais d'Half-Life 3 qu'on attend. Attends, ils n'ont pas annoncé Half-Life 3 ce matin, il me semble, si. Ah non, je dormais. Mais l'annonce du 2 était déjà extrêmement attendue, et le coup du pied de biche avec l'ombre pour l'annoncer, voilà, à quel point c'était iconique d'avoir sorti cette arme de base dans un FPS. D'ailleurs, avant de faire la pause, je vais poser la question à Damien. Half-Life 3, c'est devenu un mème sur Internet. Toi, évidemment, tu fais partie de ceux qui l'attendent. Toi, qui es un petit peu du côté de la barrière. Tu sais quelque chose? T'as un petit quelque chose? Je peux rien dire. Ah merde! Parce qu'on bosse avec eux, donc. Ah bon, d'accord. Je vais me faire défoncer. S'il peut rien dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a de l'espoir. C'est vrai. Half-Life 3 confirmé ce soir. Half-Life 3 en 2016. Demain, ça met sur tous les sites. Ça fait déjà le tour de la planète sur Eurogaming. Si notre service réseau fait bien son boulot, ça fait déjà le tour de la planète. Vous l'aurez entendu ici. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Attention, notez-le bien. Bon allez, on fait notre petite pause de 5 minutes, histoire un petit peu de se mouiller la bouche et puis de reprendre nos esprits, et puis on repart sur le top 5 juste après. Yes. Allez, à tout de suite. Et on est de retour dans Top of the Top avec Damien Monnier qui est senior. Alors t'es juste devant la caméra, mon cher Tom, donc du coup t'es en plein dans le plan. C'est pas grave. On est de retour donc avec Damien Monnier qui est senior game designer sur The Witcher 3, et il est extrêmement content parce que les tests de The Witcher 3 sont tombés et c'est une vraie folie, notamment il vient de me dire GameSpot, on leur a mis 10 sur 10. 10 sur 10 10 sur 10, GameSpot qui est quand même un gros site qui n'est pas du genre non plus à donner des grosses notes. Et il m'a dit donc, que tu me confirmes Damien, c'est le 9e jeu depuis que le site existe, depuis 16 ans que le jeu existe, c'est le 9e jeu à avoir un 10 sur 10 sur GameSpot. Et les résultats Famitsu, pas encore Damien? Non. Famitsu, non. 40 sur 40. Ton micro n'est pas branché apparemment.
Je les aime. Et puis IGN 93%, Gameblog 90%, jeuxvideo.com le test n'est pas encore sorti. Gamecult, combien Gamecult? Ah bah Gamecult, je pense qu'à mon avis ils vont bien prendre leur temps pour bien sortir le test, donc on verra Gamecult, mais je n'en doute pas du tout une seconde que la note sera assez élevée. Nous on va lui mettre 10 direct, je le dis. On peut le dire direct. Voilà, c'est moi qui vais le tester logiquement, donc voilà. On va, à mon avis. Donc ton exemplaire devrait arriver très prochainement. En tout cas, on va essayer de t'avoir ça. Zem est très content, c'est normal. La demande est faite. La demande est faite. En tout cas, moi personnellement, j'ai acheté le jeu parce que je voulais avoir mon propre exemplaire. J'aurais acheté aussi. Voilà. Mais un jour, Ce qui est sûr, en tout cas, voilà, c'est que le jeu semble bien parti pour être un vrai hit de l'année. Et je pense qu'on n'en doutait pas une seule seconde. Personnellement, c'était pas du tout mon cas. Donc on continue notre top 10. On va revenir sur The Witcher tout à l'heure, en fin d'émission. The Witcher 3, pardon. Allez, on continue avec donc du 5 à top 1. Le numéro 5. Damien, qu'est-ce que tu nous as choisi? J'ai choisi un jeu belge. Un jeu belge sorti en 99. En 99, exactement. Oui, c'est vieux. Outcast. Avec comme héros Cutter Slade. Je me rappelle de son nom, quoi, pour te dire. Cutter Slade. Dont je suis extrêmement fan également, Damien. Comme quand on a les mêmes goûts. Qui était un jeu extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas dire. L'univers était tellement fabuleux, tellement onirique pour le coup. Le personnage était aussi très charismatique. Et je suis pas étonné d'ailleurs que Damien tu aies choisi ce jeu-là parce que limite le personnage je pourrais presque le comparer à Geralt parce qu'il était totalement en décalage avec l'univers dans lequel il est. Et c'est un peu ça, quoi. Bah vas-y Damien, je te laisse la parole. Non, mais pour moi celui-là c'était vraiment l'univers. C'est vrai que le perso était très bien, l'histoire pas mal et le gameplay était aussi plutôt sympa. Mais pour moi c'était vraiment le monde. C'est le premier jeu, je crois, qui m'a vraiment fait rêver dans le sens où je ne jouais pas, je regardais. Ah oui. Et je regardais au loin des montagnes. Je regardais des montagnes et j'imaginais ce qu'il y aurait là-bas. Souvent, pas grand-chose. C'était peut-être ou même un troupeau de, je sais plus comment ça s'appelait, c'était des genres d'autruches. Ouais, c'était ce truc d'autruche bizarre avec deux pattes. C'était très bizarre. Voilà, et on pouvait les dompter aussi, c'était génial. On pouvait les dompter et les monter. C'était un des petits features qui n'était pas obligatoire. C'était les chocobos en fait. Espèce de chocobo, ouais, tout à fait. Mais j'adorais ce monde parce que, comme je dis, c'était vraiment un monde qui me faisait rêver et j'imaginais ce qu'il se passait au loin et j'adorais. C'était vraiment, comme j'ai dit, le premier jeu où je faisais rien des fois. J'étais juste sur mon, je sais plus comment on appelle ça, un chocobo et je regardais au loin. C'était superbe. Et c'était une technologie qui était quand même, c'était poussé à l'époque, je dois dire. Je sais qu'ils utilisaient un système de render qui était assez différent. Oui, c'était les renders qu'on utilisait en général pour les simulations d'avions. En fait, le système voxel, voilà, je cherchais le nom. Voilà, le voxel, qui d'ailleurs c'est le seul jeu d'aventure qui utilisait le voxel parce que ça rendait, c'était un peu bizarre en fait comme rendu et tous les développeurs n'ont pas osé utiliser ce système-là. Il n'y a que les Belges pour faire ce genre de choses. Par contre, c'était un jeu belge, je savais pas. Oui, Apple était une boîte belge, effectivement. Était un développeur belge. Tout à fait. Tu les as connus ou pas du tout Non, malheureusement, ils ont fermé pendant le deuxième, donc ils ont commencé un deuxième. Tout à fait, ouais. Et ils avaient besoin de plus d'argent, et malheureusement, le distributeur, je crois, leur a dit malheureusement on peut pas, donc ils ont dû fermer. Et ça, c'est très triste. Vous vous rendez pas compte, il y a plein de trucs comme ça. Je travaille avec plein de collègues qui ont des histoires assez similaires. Même moi, j'ai travaillé sur un jeu pendant 1 an et demi. Et le truc a été annulé. Voilà. Donc c'est 1 an et demi à bosser comme un fou mais rien du tout. Je peux même pas en parler et pourtant c'était un super bon jeu. C'est très triste. Et le pire c'est que tu peux même pas en parler aujourd'hui, quoi. C'est ça le truc. Non, je peux pas en parler. Déjà, j'ai pas trop envie d'en parler. J'imagine déjà d'une. Quand on passe 1 an et demi sur un truc à bosser. C'est triste.
Et qu'on y croit à mort, c'est et ça, c'est des choses effectivement qu'on ne parle pas, parce qu'effectivement tu n'as pas le droit d'en parler. Et donc les joueurs ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est pas juste des jeux qui sortent, qui sont donc on fait un jeu qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, etc. C'est aussi des jeux qui ne fonctionnent pas parce que vous avez jamais pu le sortir. Voilà, et puis mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, parce que c'est pas souvent un problème de budget ou quoi que ce soit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que des questions pécuniaires, en fait, je pense, derrière le. Non. Ça peut être plusieurs choses. Hein. Donc je sais pas ce que c'est pour Outcast 2, mais je sais que pour d'autres projets sur lesquels mes collègues ont travaillé, c'est des problèmes. C'était trop gros, par exemple, et il fallait 2 fois plus de temps pour le faire, par exemple. Donc l'argent, il n'y en avait plus, donc on a dû annuler. Ou peut-être qu'il y avait des problèmes où une équipe était supérieure à une autre. Donc par exemple, le jeu était très beau, mais le gameplay ne marchait pas. Donc après, parce qu'il faut comprendre que quand on travaille pour un distributeur ou un publiciste, il faut tous les on va dire 3-4 mois, on a ce qu'on appelle une milestone, je sais pas comment dire en français, et il faut montrer le jeu. Ouais, c'est une sauvegarde. Si le jeu ne plaît pas, l'argent est coupé. Voilà. Ah, comme ça, net. Donc des fois, par exemple, on se retrouve avec des problèmes où on imagine, vous faites un jeu, un FPS. Bah d'ailleurs, comme GoldenEye. GoldenEye, c'est vous faites un truc sur On-Rail, sur Rail, je sais pas comment on dit, j'ai oublié. Désolé, mon français est nul. Hein, On-Rail, oui. Jamais français. Écoute, tu parles pourtant très bien français, y a pas de problème. Ça devait être un rail shooter. J'ai vraiment du mal, là, ça me revient un petit peu, mais bref, On-Rail, tout le monde comprend, tout le monde parle anglais dans l'univers du gaming. Et donc, si les mecs, je suis quasiment sûr, si ils avaient dit à leur distributeur, non, on va pas faire ça, là, ça termine, les fonds seraient coupés. Tout à fait. Mais maintenant, on peut plus faire comme ils ont fait à la Ninja, faire un truc dernière minute et puis le sortir quand même. Là, c'est tous les 3-4 mois, il faut montrer quelque chose, et si ça plaît pas, c'est coupé. Ou on doit écouter ce que les gens nous disent. Donc, celui qui a le porte-monnaie et qui ne connaît rien aux jeux vidéo, qui va vous donner peut vous demander de faire un truc complètement débile. Parce que ça lui fait plaisir. Donc voilà, il adore les poneys, donc on va mettre des poneys dans le jeu alors que ça n'a rien à voir là-dedans. Ça fait chier. Donc le patron va vous dire, bon les gars, je sais, il fait chier, mais bon, il a l'argent. Donc c'est soit on fait des poneys, soit on bouge pas le mois prochain. Donc bon, j'exagère et je prends un exemple. Hein. On a bien compris qu'effectivement que ça n'est pas jusque là, mais t'as dû avoir des surprises quand même assez étonnantes. Même dans le milieu, j'ai vu des trucs assez bizarres. Et dans ces cas-là, c'est plus de la prostitution que du design. Hein. Là, on oublie qu'on est designer et qu'on essaie de faire le plus beau produit. C'est vraiment pour faire plaisir à un mec qui a envie de mettre des poneys dans le jeu, on va dire. Éventuellement, le mec qui a la haine, tu vois. Le mec ils m'ont fait chier. Éventuellement. Non, je suis à CD Projekt, je suis avec des rebelles, on en a rien à foutre. Le numéro du top n'est pas Alexandra Linerman. Tu peux les mettre en DLC. Tu peux mettre tes poneys en DLC. J'ai bossé sur les poneys de Witcher. Et on peut les apprivoiser, on peut les dompter, et on peut après les utiliser. Voilà. On le voulait. Ça va rester effectivement. Éventuellement, même si tu veux pas mettre un truc, tu lui dis on le met en DLC, comme ça vous allez gagner encore plus d'argent. C'est encore mieux, je pense. Pour nous, le DLC est gratos, hein, je précise. Oui, mais en fait, je dis parce que Monsieur Mourir nous dit non, c'est pas Monsieur Mourir, c'est Ayam Omar qui nous dit qu'est-ce que tu penses des DLC, et moi je pense que la réponse ça va être les DLC, nous on les offre. C'est ça. Ouais, on a récemment décidé de faire des expansions payantes. Les fans. Vous savez quoi, on va en parler plus tard parce que sinon je vais spoiler un peu ma liste. D'accord, très bien. Non, mais très bien. Oui, effectivement. Allez, on continue alors. Numéro 4. Allez, on avance. Tu as raison. Oh yeah. C'est pas le flag. Je l'aime. Et Team Fortress. Moi, Team Fortress, c'était vraiment la première fois que je jouais en ligne, mais sérieusement, je veux dire, je jouais à Quake et tout ça, mais pour moi, TFC, c'était vraiment un super bon jeu.
j'adorais le design. Je jouais Medic à l'époque, Medic. Je sais pas, vous y avez joué ou pas? Ouais. Ok, donc Medic avait cette grenade qui s'appelait Concussion Grenade, et c'était un truc qui explosait mais qui vous poussait plus. Ça poussait les gens et puis ça vous désorientait. Oui, t'avais un gros souffle, exact. Voilà, donc on pouvait l'utiliser pour sauter plus loin. Donc on timait le truc bien comme il faut. Il y avait un petit bip. Je crois que c'était au 3e bip, le truc allait exploser. Donc on timait le truc, on gardait la grenade en main, on la lâchait et puis boum, on avec sautait. Le souffle, d'accord, ouais. Voilà, exactement. Comme là on regarde, c'est une map qui s'appelle Too Short. Et on pouvait sauter entre les deux plateformes. Donc on pouvait passer du haut. Ouais, t'avais des techniques, ouais. Bon, seulement à l'époque, j'étais avec un 56K. Donc j'avais un ping de bourrin, c'était du 500 et quelques facile. 300 si c'était bien, mais bon, le dimanche, c'était même pas la peine, tout le monde jouait. Et le truc, c'est qu'on devait vraiment. Parce que je faisais partie d'un clan, attention, j'avais des amis, on avait des compétitions et tout ça, donc on était vraiment à fond dedans. Et quand on jouait en LAN, c'était impossible parce que mon ping était trop bon et j'arrivais plus à jouer parce que j'avais l'habitude de jouer avec un énorme lag, comme à Quake d'ailleurs. Le Railgun, j'arrivais pas en LAN, j'étais nul parce que pour moi, j'essayais toujours d'aller ça devant le mec et de deviner où il allait aller parce qu'avec mon pic je tirais et là il allait toucher, tu vois. Et j'essayais ça en LAN mais les mecs m'ont dit mais t'es con quoi, parce que pourquoi est-ce que tu essayes de tirer devant le mec? Et ouais non, c'est pour ça. Et donc voilà, TFC et Team Fortress 2 aussi, parce que j'ai aussi joué en compétition. Mon clan a terminé 3e des Royaumes-Unis. On s'entraînait mais comme des malades. Effectivement. Voilà, j'avais pas de copine à ce moment-là, je précise. Je jouais tous les soirs, on s'entraînait pendant 4-5 heures tous les soirs, facile. Et je jouais Heavy. Ouais, le Heavy, qu'on voit là d'ailleurs, effectivement. Donc on est allé au compétition donc nationale pour pouvoir représenter les Royaumes-Unis aux mondiaux et on est terminé 3e. Donc voilà, c'était terminé à ce moment-là. Je me suis dit c'est bon si on n'y arrive pas. Et puis les gens avaient été un peu dégoûtés, donc ils sont partis. Mais ça a toujours resté. J'ai toujours adoré ce jeu. C'était vraiment, pour moi, c'est tellement bon niveau design parce qu'on peut s'éclater entre potes en faisant n'importe quoi et on peut aussi jouer en compétition. Le jeu est tellement bien fait qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut y jouer pour le fun ou en compète. Et le 2, en fait, Team Fortress 2, tu l'as rajouté, tu l'as mis aussi dans ton top parce que tu as mis les deux en même temps. Le Team Fortress 2 a mis beaucoup de temps à sortir parce qu'il y a eu pas mal de déboires au début. Ça devait être un jeu de guerre et puis après ils ont modifié. Ouais. C'est devenu quelque chose de plus cartoon comme on le voit là. Toi, quel était ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu es content finalement de ce qui en est sorti? Tout à fait. D'accord. Bon. Tout à fait. Pour moi, ils ont vraiment compris ce qui était bien avec le premier. C'était surtout au niveau du gameplay. Chaque perso est vraiment utile. Peut-être pas tous en compète, mais ils sont tous marrants à jouer. Ils sont tous utiles. Tout le monde peut faire, par exemple, en avoir ras-le-bol. On s'est fait sniper 10 fois, on va passer en spy, en espion, on va aller backstab le mec parce qu'on en a ras-le-bol. Même si on va mourir, on s'en fout, c'est histoire de tuer le mec un peu. Et ils ont compris ça, ils ont compris que c'est un jeu qui est en fait assez marrant. Et le thème a suivi. J'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle montre en fait tous les personnages que tu dis, à part le. fait tellement de vidéos à part le Medic. Team Fortress 2. Il y a même des courts-métrages très poussés qui ont été faits. C'est ça, quoi. Et aujourd'hui, Team Fortress 2, c'est devenu plus qu'un jeu en fait. C'est devenu presque une culture, quoi. Je veux dire. Et puis c'est toujours un des jeux les plus joués sur Steam, dans le top 5. Et c'est le jeu qui rapporte toujours le plus d'argent à Valve, notamment avec les chapeaux. Alors qu'aujourd'hui, il est free to play. Voilà, moi, j'ai découvert avec des gamins d'un ancien collègue à moi qui ont en plus genre 6 et 9 ans et qui a toute une partie crafting en fait que je connaissais pas du tout dans Team Fortress 2 parce que j'y joue toujours en mode normal, en plaisir ou en mode compète, voilà. Et en fait, t'as toute cette partie-là derrière. Alors forcément, à l'époque, Minecraft et compagnie, ça peut que continuer de vivre et tout. Et c'est impressionnant. Enfin, c'est quoi? C'est 2006
2006 ou 7 je crois. Ouais, 2006. Il est sorti en même temps que Half-Life 2, Portal et que Portal. Que Portal avec la Orange Box. Ouais, tout à fait. Il était en même temps dans la Orange Box en fait avec Portal et Half-Life 2 épisode 2. 1, 2. Il y avait épisode 2, Portal et Team Fortress 2. Tu vois, voilà. Il y avait tous ces jeux-là. Donc, et il y avait Half-Life 2 effectivement inclus dans la Orange Box. Une des meilleures affaires jamais présentées sur le marché. Totalement. Non, c'est vrai, sérieusement. En Day One, ouais, tout à fait. Tu avais certainement acheté cette Orange Box d'ailleurs, Damien, non? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai arrêté de jouer à TF2. Ah, tu joues plus à TF2 du coup maintenant? Non, j'ai arrêté avant le truc des chapeaux. Ah bon, d'accord. Au moment où ça devenait marketing commercial, quoi. Ouais, et puis je suis daltonien. Et avec les chapeaux, il y avait trop. Pour moi, ça me prenait trop de temps quand je voyais l'ennemi pour que mon cerveau comprenne, ok, c'est un rouge ou un bleu. Oui, il faut vraiment que ce soit clair. Ouais. Et avec les chapeaux, c'était trop difficile. Et bon, bien sûr, en compète, on n'a pas le droit de mettre ce genre de truc. Mais je sais pas, pour moi, c'était pas vraiment le jeu. Bon, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Il faut continuer de rajouter des items, etc. Même les nouvelles armes pour que les gens peut-être reviennent au jeu, mais pour moi ça m'a poussé. D'accord, ok. Bon, bah très bien, merci pour ton témoignage. En tout cas, je savais pas du tout que tu étais un pro gamer de Team Fortress au départ. Comme quoi, on apprend des choses dans ce top. On en a plein à CD Projekt. Hein. On a un champion de Counter. Ah bah oui, d'accord. D'ailleurs, champion du monde. Carrément. Ouais, il est avec l'équipe de Pologne, Łukasz Luc, L-U-Q. Vous pouvez regarder. Et donc, c'est lui qui s'occupe du combat et de régler le combat de chaque monstre. Comme quoi. Et donc, ce mec il est super fort, il est intouchable et même des fois, il se fait tuer dans le jeu, donc c'est assez intéressant. c'est quand même intéressant de voir aussi que voilà, les pro gamers qui sont des champions du monde peuvent après avoir un boulot dans le milieu du jeu vidéo, donc tout espoir est permis pour nous. Peut-être peu pour nous, mais en tout cas pour les jeunes qui veulent qui continuent à jouer aux jeux vidéo, voilà, tout espoir n'est pas perdu. Voilà. Tout à fait. Ok, bon, on continue un petit peu, voilà, numéro 3, allez, on arrive sur le podium. Oh yes. Omicron, Nomad Soul. Exactement, bravo. Je vois que Mandark est un... Ah bah il m'a marqué celui-là. Bah oui, moi aussi, évidemment. Je pense que je l'aurais mis également dans mon top si j'en faisais un. Il était obligé de le mettre. Omicron, The Nomad Soul. Enfin, plus Omicron, puisque Omicron a été retiré du titre pour des raisons de droit. En fait, c'est uniquement The Nomad Soul, en tout cas le titre qui est resté. Le premier jeu de Quantic Dream. De Monsieur David Cage. Qui n'a absolument rien à voir aujourd'hui avec Heavy Rain ou le dernier jeu qu'il a fait. Non, mais Beyond Two Souls. Qui présentait déjà la base de ce qui le motive en fait dans un jeu. L'histoire avant tout. Principalement. La création d'un monde crédible. Palpable presque, je veux dire c'est un jeu, il faut le savoir en fait, où il y a eu une implication de David Bowie en fait à la demande de Quantic Dream, dont on entendra le clip que ce soit à la fois musicalement mais aussi en tant que personnage, puisqu'il a prêté ses traits en fait à deux personnages du jeu. Voilà, il y avait déjà une façon de mélanger les médias, une volonté de mélanger les médias en fait chez David Cage, et puis effectivement c'était un peu plus basique que la voie qu'il a choisie après, puisque ça mélangeait trois typs de jeux en fait. Ça mélangeait le jeu de tir en vue subjective, le jeu d'aventure à la troisième personne. Jeu FPS, très sincèrement, je pense qu'il était largement passable. C'était dispensable, mais très dispensable. Mais c'était heureusement, il a pas refait après. Et puis le troisième, c'était. Et le troisième, je sèche. Je sèche aussi. C'était à la Tekken un peu. Ah oui, à la Tekken. Il y avait des jeux. C'est vrai que voilà, il y avait du. Et ça, j'ai préféré le zapper de ma mémoire, tu vois. Je suis désolé. Ça nous a pas marqué du tout. Si, tout d'un coup, je revois les animations. C'est vrai, c'était tout pourri dans ma tête. C'était tout pourri. Les FPS et jeux de baston, vraiment, heureusement qu'ils ont totalement arrêté. Mais c'était un jeu immersif, c'est incroyable. Je me suis perdu dedans. Personnellement, c'était hyper immersif. On pouvait changer de personnage. C'était ambitieux. Ça se réclamait de Blade Runner, ça se réclamait de grands films, d'une science-fiction très. C'était extraordinaire. Une anticipation très adulte, ça changeait quoi. C'était voilà. On va peut-être laisser Damien parler. Damien, oui, excuse-nous, on te coupe à chaque fois, mais on présente le jeu parce que on a des gens qui ne connaissent pas du tout en fait les jeux que tu as choisis, donc on faisait une petite présentation du jeu. Damien, à toi. Alors, peux-tu nous parler? Nomad Soul, comme vous avez dit, c'est David Cage
donc français. J'ai oublié son vrai nom d'ailleurs. Moi aussi, à chaque fois, je l'oublie. C'est pas du tout Cage. Hein, ça n'a aucune importance. Je pense que ça n'a aucune importance. Mais donc c'était très ambitieux et c'est vrai que c'était à vouloir faire trop de choses, c'était un peu de la merde en fait. Quand on y réfléchit. Ah mais totalement, oui. Totalement. Le combat était nul. Le FPS était nul aussi. C'est super imparfait quoi. Mais ce que j'ai adoré, c'est que j'ai commencé, donc je lisais des magazines à l'époque et ils vendaient ça comme le jeu où on ne pouvait pas mourir. C'est vrai. Parce que voilà, c'était sur les Souls, dès qu'on mourait, on changeait de corps. Exactement. Donc clair, c'était pas trop ça, parce que c'était assez limité. Hein. Mais j'ai quand même adoré ce concept et je me suis dit bon c'est bon, même si le reste est un peu nul, j'ai vraiment adoré cette idée de changer de peau, de changer de perso. D'un seul coup, on joue une femme qui est peut-être petite, un peu faible, mais rapide. Avec son historique, c'est ça qui était génial. Voilà, son appartement, si je me souviens bien, ils avaient leur logement, chacun. Voilà, exactement. On va dans son appart, on va essayer de comprendre qui est cette personne, mais c'était assez limité, mais on se rend compte que, alors, au début, je crois que. D'ailleurs, le premier perso a un gecko, donc on se dit ah ok, bon maintenant j'ai un animal, donc je dois le nourrir. Donc on le nourrit. Je crois on est policier au début, j'essaie de me souvenir. Oui. On va passer entre plusieurs persos et leur vie. Et moi j'ai vraiment adoré ce concept. Et puis bon, David Bowie, on pouvait aussi jouer la femme de David Bowie, je sais pas si vous vous en rappelez. Ah non. Ça je me souviens pas du tout. Là, tu vois, tu viens de me donner un truc que j'avais complètement oublié. Comment elle s'appelait C'était peut-être une requête d'ailleurs, je sais pas. Attends, elle s'appelle, c'est un prénom en Z, zut, j'ai oublié. Ouais. Zut, ah bon non, c'est pas Zut. Non, c'est pas Zut. C'est pas Zut, non. Très belle femme, une très belle femme et elle a un très beau prénom aussi d'ailleurs du coup, qui lui va très bien. Je sache aussi, c'est pareil. Bon, Internet viendra nous au secours pour ceux qui ont un petit Google sous le bras. Voilà. Effectivement, moi en tout cas, c'est effectivement ce qui m'avait marqué, c'était justement cette volonté d'avoir une richesse dans l'univers où tu pouvais changer effectivement de corps, le Nomad Soul, donc l'esprit l'âme nomade. L'esprit nomade, donc tu pouvais changer de corps, un petit peu à la Code Quantum, où tu passais d'un corps à un autre, et donc du coup d'un historique d'une personne à un autre, en découvrant ce qu'il est, pourquoi il est là, éventuellement même régler ses problèmes, parce que c'était aussi des quêtes secondaires, tu pouvais régler le problème des gens. Moi j'étais complètement séduit par l'idée, et idée d'ailleurs qui n'a été utilisée dans aucun autre jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu qui fait ça. Si. C'est un peu dur. Il y en a un. Il y a Mandark qui en a un. Mandark en a un. Alors vas-y. C'est quoi? Il y a Driver San Francisco. Messia, tu te connais pas Messia, Shoam? Alors Messiah, oui, effectivement, mais Messiah c'était un jeu d'action. Et Messiah, j'allais le dire aussi. Mais Messiah c'était un jeu d'action, c'était un peu différent. C'était à l'époque de quand David Perry faisait des bons jeux. Il faisait des jeux, il fait encore des jeux, David Perry. David Perry il fait autre chose, il est plutôt dans la technique avec Gaikai. Je sors pas du sujet. Effectivement, Driver San Francisco, mais alors là pareil, c'est un jeu de voiture, donc c'est. Non, oui, mais c'était marrant parce que quand on se transmutait en fait dans n'importe quelle bagnole, on tombait dans la peau d'un gars qui était au milieu d'une conversation avec alors sa femme qui lui reprochait de l'avoir trompé, oui, c'est vrai. Ou le type qui passe son permis de conduire en fait avec à côté le gars qui est en train de prendre des notes, et c'était super marrant parce que c'était pas obligé comme truc, et voilà, c'était fun, c'était sympa. Évidemment, c'est loin de Micron, mais effectivement. Uncle Picsou qui dit Iman Mohamed Abdulmajid. Iman, c'est ça, c'est pas du tout avec un Z, exactement. Et effectivement, Iman. qui dit effectivement c'était sa femme dans le jeu, voilà. On vient d'avoir donc son nom. Merci, pas du tout en Z. Merci Oncle Picsou. Merci Oncle Picsou. Et donc voilà, et je trouve qu'effectivement l'univers comme ça, avoir un open world, c'est un open world, hein, faut pas oublier, The Nomad Soul, c'est un open world. Oui, où chaque personne avait sa propre petite vie et on pouvait donc passer d'une personne à l'autre. C'est un truc qui n'y est pas. Donc avis au game designer, peut-être avis à Damien, si un jour tu as l'occasion de faire ton propre jeu, peut-être. Pourrais-tu implémenter ce type de gameplay? Je sais pas si. Ouais, mais c'est dur. C'est dur. Pour faire un bon truc, faut le faire à la main. Dans le sens où il faut pas que ce soit,
auto-generated, on peut pas juste dire ok, on va prendre, ça peut pas être on procédural. va créer 30 personnes et tu prends au hasard une personne avec un appart dans la ville, avec un side, par exemple un pet ou je sais pas, un truc comme ça. Il faut vraiment que ce soit bien fait pour qu'ils soient tous intéressants. Et putain, ouais, ce sera vraiment du boulot. Pour refaire Nomad Soul maintenant, ce serait dur. Comme quoi c'était ambitieux. Hein. Ouais, C'était ambitieux. Tu peux pas faire ça de manière procédurale. C'est pas Procédural, pas avec des vies de gens ou des trucs qui demandent un intérêt et une histoire derrière, quoi, un background. Tout à fait. En tout cas, c'était très ambitieux de la part de David Cage, comme quoi, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur lui, il avait des ambitions, des idées, et il a réussi à faire un truc. Il en a toujours. Et bon, c'est un débat que j'ai pas envie de lancer aujourd'hui. Bref, allez, on est au numéro 2. Qu'est-ce que tu nous as choisi en numéro 2, Damien? Bon, on regarde. Ah bah tiens. C'est la deuxième fois qu'il Oui, ressort. là c'est pas la première Celui-là, fois. c'est marrant parce que. Et pourtant, Il le mérite quand même. Ah, mais oui, non, mais c'est plus qu'il le mérite. Mais je crois qu'on n'a pas eu un top 10, effectivement, sans avoir un rockstar. Voilà, et je crois que je me demande s'il y en a eu un ou. Si, on en a eu un sans sans, rockstar, mais on a eu du Bully, on a eu du GTA, on a eu. Mais vu qu'on en a déjà parlé, on va laisser Damien parler. Et Red Dead, on en a déjà parlé. Donc Damien, vas-y, donne-nous tes anecdotes, ton ressenti sur Red Dead Redemption, même si on comprend aujourd'hui avec The Witcher 3 pourquoi tu aurais choisi ce jeu. Red Dead, déjà, GTA, c'est comme Zelda, j'ai joué à tous les GTA, mais j'en ai terminé aucun. Sauf, Vice City, j'ai adoré parce que j'adorais le style 80s avec la musique. Non, c'est vrai que Vice City, je l'ai terminé, mais je dois avouer, le dernier GTA, et je dis pas que c'est pas un bon jeu, c'est un très bon jeu, je le vois. Et pour moi, je m'ennuyais énormément parce que je jouais que pour les persos. Je confirme. Que pour un personnage d'ailleurs, pour Trevor. Trevor pour moi c'était le mec. J'avais pas envie de jouer les deux autres, je voulais jouer Trevor. Donc à chaque fois qu'on me forçait à jouer quelqu'un d'autre, j'étais mais non, je veux jouer Louis, je veux pas. Oh, le sale gosse. Et donc ouais, je suis pas souvent, je suis pas fan de Rockstar, mais je respecte absolument leur travail. Et pour moi, Red Dead Redemption, c'est le gamin de 6 ans en moi qui voulait être cowboy. Et je vois ça. Et pour moi, c'était vraiment, il y avait de super bonnes idées, il y avait de très bons moments surtout. C'est surtout ça. Pour moi, c'est des moments où, une fois de plus, un peu comme Outcast, je ne jouais pas, j'étais juste sur mon cheval. Et je vois au loin le train. Lonesome Cowboy, comme on dit. Ouais, c'était génial. C'était impressionnant. Sur le bord d'un ravin avec le fleuve qui passe en dessous, les collines au loin, puis le son. Enfin, je veux dire, tu avais juste la musique. Mais je veux dire, la fin. Donc, j'ai le droit de parler de spoilers. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Red Dead, je pense par contre, vaut mieux éviter le spoiler de Red Dead, ça fait partie des jeux qu'on ne peut pas spoiler. Je pense que celui-là va falloir encore avoir 5 ans minimum avant de le c'est ça, effectivement. On sait jamais quoi. Mais bon, t'as aimé la fin, voilà, en gros. Ça fait partie des jeux. J'ai aimé la fin, j'étais dans le jeu. Dans le jeu. C'était moi. J'y étais les 20 dernières minutes, mais c'était. On pouvait même pas me parler. J'entendais rien, j'étais dans le truc. Tu vois, et ça, j'ai adoré. J'adore quand les jeux me font ça. J'adore. Surtout que maintenant, quand on est. Ça fait 10 ans que je suis designer, j'ai tendance à analyser les jeux. Je joue à beaucoup de jeux pendant, on va dire, 3 heures pour vraiment analyser les mécaniques. D'accord. Et c'est rare qu'un jeu vraiment comment dire, me grippe, que je sois dans le jeu. Et Red Dead, c'était vraiment ça. Pour revenir à David Cage, d'ailleurs, c'est pas Fahrenheit, mais c'était Heavy Rain. Heavy Rain, ouais. Heavy Rain, qui était c'était cool, ok. Mais le truc, c'est quand je cherchais, j'ai oublié son prénom, le gamin avec le ballon dans la foule. Jason. Voilà, Jason. C'était tout con, c'était presse X pour crier Jason. Mais je voulais vraiment le retrouver. J'étais à fond dedans. On va le retrouver le gamin parce que j'aime pas la foule. J'ai tendance à. Et là, on la sent bien la foule dans le jeu. Agoraphobe. Ouais. J'étais mal à l'aise. Je voulais vraiment me barrer. Bon, après, je me suis rendu compte que même si je jouais bien, tu ne trouvais pas Jason. À le trouver. Et là, j'avais la haine. Là, c'est un on peut spoiler là-dessus. C'est le début du jeu. Dans les jeux, c'est quand on me dit vas-y, essaye d'attraper ce mec et qu'en fait, je peux pas l'attraper. Ouais. Juste où le jeu va me dire ok, maintenant tu peux. Et ça, j'aime pas.
Non mais t'as raison, moi je partage tout à fait. J'aime pas du tout ce côté, on le fait ou on le fait pas, mais si on nous dit que c'est possible, voilà, qu'on nous sorte pas une astuce au dernier moment pour... Alors, je me suis permis de rajouter en fait le trailer de DLC, Undead Nightmare. Ouais, que t'as raison, il est fabuleux. Tu me l'as pas mis dans le top, mais je me suis permis parce que c'est un... Tu as fait la donne? Ah oui, bien sûr, ouais, non, quand j'ai dit Red Dead, c'est tout d'accord. Et le DLC, C'était le Gothic. d'ailleurs, Red Dead, c'est le seul jeu que j'ai pre-order D'accord, ok. de toute ma vie. Et le DLC. Donc Et dont tu as fait le DLC avec, d'accord. J'ai Excellent. adoré, mais la quête de. Comment ça s'appelle avec Bigfoot? Oui, avec le... Oui, c'est le Sasquatch. Le Sasquatch, ouais. C'est pas Ouais, Bigfoot, ouais, mais c'était génial. Et surtout au niveau des mécaniques. Et c'était inattendu d'ailleurs à la fin de la quête. J'étais triste. Ouais, exactement. Je veux pas spoiler, mais Ouais, c'était sans spoiler, bien. effectivement. Mais il y a de quoi spoiler. Je préfère dire. Et c'était, si vous aimez ce genre de truc, vous allez adorer Witcher. Hein. Je sais pas de vendre mon truc, et ça, bravo, vraiment hein, essayé. Eh, on va y venir, mais... Non. Si même les quêtes Non, mais secondaires c'est te une donnent autre envie de influence. t'impliquer dans C'est une influence. l'univers, c'est quand même génial. C'est quand les quêtes secondaires te donnent autant de plaisir que la quête principale, Ah ouais. c'est quand même génial dans un Ah bah jeu. c'est justement ce qui fait la force d'un jeu, c'est que même les quêtes, si les quêtes secondaires... The Witcher, à la base, c'est un jeu qui te le permet dans les quêtes. Ah bah, toutes les quêtes surtout de dans ce l'univers. nouveau The Witcher, parce Oui. que jusqu'à présent The Witcher c'était un jeu quand même assez linéaire. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Et là, le Witcher 3 permet Oui. aujourd'hui l'open world permet de rajouter c'est sûr. à foison des quêtes secondaires, et je crois qu'ils sont vraiment bien lâchés. Et on va en parler juste après le numéro 1 que voici. Allez. Ah, number one. Oh, on est où là? C'est bien Ah, ce que je pensais que c'était, donc. Voilà. Alors c'était très difficile de trouver bien sûr des images marquantes hein, de ce jeu, mais je pense que vous avez tous deviné que c'est Mais j'ai- Baldur's Gate. Baldur's Gate, bien sûr, qu'on n'a jamais eu également. Non, on a eu deux. On a eu Enfin, Baldur's vous Gate avez eu 2 deux avec Jeanne Rousseau mais pas le- de chez Spiders, mais on n'avait jamais eu le 1. Donc voilà, aujourd'hui, chose Quand réparée. il a parlé d'expansion, de trucs d'expansion tout à l'heure, je savais que c'était soit ça, soit le 2. Effectivement. C'était obligé. Exactement ça. C'est C'était exactement. obligé. Ah bah vas-y, parle-nous de Baldur's Gate, de tes anecdotes, de ton ressenti sur ce jeu, et pourquoi l'avoir mis en numéro 1, top 1, là pour le coup. Baldur's Gate, c'est plusieurs choses. C'est une bonne histoire, c'est des persos qui sont vraiment. D'ailleurs, on a un Français à la boîte qui fait toujours des impressions de Minsk avec Boo. Minsk et Boo sont prêts. Voilà, et il le fait super bien, et bon, ça j'adore. Mais c'est surtout, ça montre qu'on a des persos, que ce jeu a des persos qui sont quand même marquants et bien designés quand même, parce que c'est pas juste avoir une voix qui est assez bonne et qui va suivre un peu le portrait du mec. C'est pas juste le fait qu'il est un peu bizarre parce qu'il a un petit hamster avec lui, c'est vraiment tout. C'est un berserker, donc il est un peu fou, donc il va. Tu vois, c'est vraiment le perso est parfait. Le design est superbe. Et pour moi, perso, d'un point de vue perso, c'est un moment de ma vie qui était assez dur parce que mes parents se séparaient et j'ai joué à ce jeu et ça m'a vraiment permis de me mettre dans un monde qui me donnait un peu un break de tout ce qui se passait dans ma vie que j'aimais pas trop. Et c'était juste moi et mon ordi et mes persos que j'avais dans l'équipe, donc on était 6. Et l'histoire, c'est que j'ai fait, mais vraiment tout, ça m'a pris 1 an. Tous les week-ends, j'étais dessus, ou même le soir de temps en temps, et j'essayais de tout faire, de tout voir. Et juste quand j'étais prêt à aller battre le boss, le dernier mot, mon PC m'a donné un blue screen. Oh non. Et j'ai tout perdu en fait. J'ai vraiment, mon disque dur a été mais mort de chez mort. Oh là là. Et donc, j'ai jamais terminé jusqu'à ce que il y ait Les Enhanced Edition. Voilà, Enhanced Edition. Oui. Donc, Enhanced Edition. je l'ai terminé, j'étais très content. Malheureusement, la version Enhanced était. Enfin, c'est difficile. Hein. Les mecs ont fait vraiment du bon boulot, mais tu voyais tout ce qui avait été rajouté. Même si tu. Moi, j'étais donc fan du jeu, je le connaissais, mais inside out, tu vois. Mais
je voyais quand, par exemple, même un portrait était nouveau parce que la qualité n'était pas la même. Même au niveau du texte. Au niveau du texte, c'était pas pareil. Et bon, ils ont quand même fait du bon boulot, hein, je veux pas dire, mais pour moi, c'était pas au même niveau. Le premier était super, vraiment parfait. Zem, tu voulais dire quelque chose justement sur la version... C'est juste Capurine qui demandait qu'est-ce que ça veut dire Enhanced Edition. C'est l'édition améliorée qui est sortie sur notamment Steam, GOG, et comme le jeu était assez vieux, il était sorti en plusieurs choses, notamment il y avait une belle édition avec le 1 c'est d'extension, le 2 c'est d'extension. Là ce qu'on voit d'ailleurs c'est l'édition de ce qui est sorti 2012-2013. Ça c'est une version démo. C'est une version démo c'est ça qu'on voit. C'est pour ça c'est la version améliorée, mais qui n'a pas été traduite. Alors pour le coup, en fait, je pense que tu es d'accord avec moi, Damien. Si on veut jouer aujourd'hui à Baldur's Gate, le premier, alors oui, là c'est un peu clipping, c'est totalement moche. J'ai essayé de prendre une démo, j'ai pas réussi à trouver une bonne démo. Si on veut jouer aujourd'hui à Baldur's Gate, il faut prendre la version GOG et la modder. C'est ça. Est-ce que c'est une genre de chose que tu pourrais faire aujourd'hui, Damien ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous voulez aller supporter Beamdog, et je dois dire, ils ont vraiment fait du très bon boulot. Ils se sont attaqués à un projet que beaucoup ont réfléchi et voulaient faire avant eux. Eux, ils l'ont fait, donc peut-être qu'ils... Enfin, je veux pas dire oui, allez acheter GOG parce qu'il y a plein de modes qui vont vous permettre d'y jouer en haute définition. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez quoi ? Vous faites ce que vous voulez. Soit vous voulez tester la version de Beamdog, donc la boîte qui a fait la version Enhanced, ou vous allez sur GOG. Moi, je m'en fous. Du moment que vous y jouez. Il veut pas se faire des ennemis. T'as raison, Damien. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux surtout parce que je sais qu'ils bossent sur. Parce qu'ils ont fait le 2. Oui, ils bossent sur le 2 actuellement. Ouais. Ils bossent sur. Alors attends, c'était du spoiler ou pas là ? J'ai envie d'aller voir. Ils bossent sur un autre truc, d'accord ? Alors moi j'ai pas d'infos et je peux le dire, hein, je m'en fous. Je crois qu'ils bossent sur la version l'autre jeu de Black Isle hein, qu'ils ont sorti après Baldur's Gate. Ou Valbise là, Icewind Dale. Icewind Dale, voilà. Ils travaillent sur Icewind Dale. Ah oui, ils bossent aussi là-dessus, ouais. Voilà. Donc, mais non. Si vous c'était pas ça qu'il il parlait. Ah oui, il y a ça aussi. Donc c'est encore un autre truc. Voilà. Non, mais c'est surtout, j'ai envie de supporter un peu les mecs qui tentent un truc comme ça et qui essayent de ramener un jeu, et surtout quand c'est mon numéro 1, donc pour moi j'ai envie de les supporter, j'ai envie de leur dire allez acheter leur jeu. Peut-être que comme j'ai dit, le premier n'était pas aussi bon, enfin leur premier essai au niveau. C'est une expérience, une première expérience, d'accord. Okay. Voilà, faut laisser. Attends, le premier Witcher ne plaît pas à tout le monde non plus, hein. Je précise. Le premier Witcher, j'avais beaucoup de critiques à l'époque sur les combats, je me souviens. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une question ? Qu'est-ce que tu as pensé de Pillars of Eternity du coup ? Oui, c'est une bonne question. Oh putain. Alors attends, donc je suis ami avec. Ami. Je peux pas en parler. Je suis Facebook friend avec Sawyer qui est designer. Et donc quand ils l'ont sorti le truc sur Kickstarter, j'ai tout de suite mettais de la thune partout. Ah mais clairement moi aussi. Moi j'ai payé qu'il y allait. Et je me suis dit, on va pas réfléchir. De toute façon, c'est ce que je fais avec Kickstarter. Je donne et j'oublie. Comme ça, c'est cadeau de Noël. C'est ça. Un jour, hop, tu reçois un email. C'est ça. N'oubliez pas de votre code pour machin truc. Et là, ah oui, merde, c'est vrai, il y a Pillars of Eternity. Donc, je suis parti en Amérique pendant 2 semaines pour faire un truc sur Witcher, etc. Et j'avais vraiment hâte de revenir. Et je reviens, j'essaye le truc et mon PC. Je sens la chute. Mais c'est une malédiction. Tu sais que ça fait la 3e fois que t'as un PC qui meurt à cause d'un jeu. C'est une malédiction là. Je pense qu'on peut le dire. Malédiction, Damien. C'est clair, je sais pas pourquoi. Donc là je suis sur mon laptop, hein, je précise. C'est pour ça que peut-être que la qualité est nulle. Non, très bien, t'inquiète pas. On t'entend en plus, c'est le principal. Et donc mon PC est mort et ça fait c'était il y a 2 semaines et j'ai vraiment pas eu le temps de le refaire et j'essaie de pas y réfléchir parce que je suis tellement dégoûté. Oui, donc désolé d'avoir posé la question du coup. Mais non, mais au boulot. Désolé, c'était pas le but. C'est terminé. C'est pas le but quand même. L'écran bleu, le laptop qui. Oh là là, je voulais pas réveiller des mauvais souvenirs. C'est pour ça que tu peux pas terminer un jeu en fait. Voilà, c'est ça. T'as un truc qui te bloque quoi. C'est pas possible.
Mais c'est vrai que c'est si je le termine, mon PC va sauter. C'est le genre de malédiction qui arrive en général aux gens qui jouent beaucoup. Donc, écoute, c'est vraiment tant pis pour toi. Enfin, tant pis pour toi. C'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi. Mais allez, on espère que tu vas réussir à pouvoir au moins jouer à Pillars et puis tu nous donneras ton avis. J'espère qu'on ça. Je suis sûr qu'il est très bon. Tous mes potes, tous mes collègues me disent il est très bon. Tu vas adorer parce que tout le monde sait que je suis fan de Baldur's Gate parce que je ferme jamais ma gueule au bureau et je suis pas le seul, on a un groupe, on est bien motivé et donc tout le monde m'a dit t'as joué à Pillars? Non, mon PC est mort. Sans déconner, je fais 4 mètres dans le corridor. T'as joué à Pillars? Tu vas adorer. Non, mon PC est mort. Que ça. T'inquiète pas, nous aussi on a notre fan de RPG à la Baldur's Gate c'est Noah, hein, voilà, on le dit, et il l'a plié en un week-end. Oui, même Tude était à fond dessus. Et Tude était à fond aussi. Et leur regard, plein de gens au gaming étaient on espère que tu vas vite y jouer rapidement en tout cas. On va faire une pause de 5 minutes et après on revient sur toi Damien et tu vas enfin pouvoir nous parler de The Witcher 3. On a hâte en tout cas de t'entendre. Allez, à tout de suite. Et on est reparti pour la dernière partie de Top of the Top. On a vu donc tout le top de Damien. Il est temps maintenant de parler de Damien et de The Witcher 3. Alors, on va la voir dans une semaine, le 19 mai pour être exact, pour être très exact. Là, les tests sont tombés et sont absolument dithyrambiques. Je le rappelle. Bien, Damien a le sourire aux lèvres et je peux le comprendre quand on accouche d'un jeu, après 5 ans de travail et qu'on voit que les gens sont absolument ravis. Il y a de quoi avoir vraiment le cœur à la fête et avoir beaucoup de plaisir en tout cas. Et ça fait plaisir de t'avoir en ce bon moment de fête pour toi. Ça fait plaisir d'être ici. Et merci. Même si je suis en Pologne, j'aimerais bien être à Paris avec vous, mais bon, en ce moment, aujourd'hui, c'est les tests qui sont tombés à 4h cet après-midi. On a passé toute la journée à attendre ça et cool. Je suis super content. Tant mieux. Écoute, en tout cas, quand tu viendras à Paris, tu es bienvenu dans les locaux de gaming, on te accueillera avec grand plaisir et on fera certainement une émission avec toi de 2 heures pour parler de toi, pour parler de The Witcher. En tout cas, ça sera un grand plaisir de t'avoir avec nous. Là, parlons un petit peu de The Witcher 3. Parle-nous un peu de tes 5 années de développement. 5 années, c'est ça? C'était moins que ça. En fait, c'était 3 ans. 4 ans. 4 ans pour les merde, je sais pas le mot français. Écrivains. Pour les écrivains, d'accord. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Parce qu'ils vont commencer avant le reste, parce qu'il faut bien sûr avoir une histoire pour qu'on comprenne un petit peu où on va aller avec le jeu. Donc on va dire 3-4 ans, 250 personnes. Voilà, en gros. Waouh, 250 personnes, c'est incroyable. C'est pas énorme, hein. Il y a plus, c'est vrai. Pour un AAA effectivement de ce calibre, effectivement, je peux comprendre que c'est pas beaucoup. Red Dead, c'est 1000 personnes, 7 ans. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en comparaison ça calme. Ouais, c'est clair. Merci pour la comparaison. Effectivement, ça calme bien. Non, mais c'est aussi parce que c'est le dernier. Baldur's Gate, je sais pas combien de personnes, mais. Baldur's Gate, c'est une bonne question. Je sais pas, mais d'accord. Je me renseignerai. Et donc ton rôle, tu vois, tu es senior game designer. Je pense que tu n'es pas le seul game designer du jeu. Non. Quel était ton rôle sur le jeu The Witcher 3? Est-ce que tu peux en parler Ouais, bien sûr. Donc, je m'occupe de ce qu'on appelle Living World. D'accord. Donc, Living World, c'est tout ce qu'il y a entre les quêtes. Tout ce qu'il y a entre les quêtes et tout ce qui a à voir avec créer un monde vivant. Donne envie de ne pas jouer au jeu et juste de regarder. Ah, ce que tu aimes en plus. Voilà. On l'a vu dans ton top. Hein. De toute façon, une bonne boîte de jeux vidéo ou quoi que ce soit va demander. Je sais que c'est des projets qui va nous demander à chaque personne, tu veux t'occuper de quoi? Et on peut choisir. Oh, c'est formidable. Parce que c'est normal, parce que si je leur dis, par exemple, je veux m'occuper des animaux, c'est parce que j'adore les animaux. Et je sais que j'ai envie de faire du bon boulot. Que si on me force à faire, par exemple, je sais pas, un truc que j'aime pas trop faire, c'est les menus. L'interface, quoi. L'interface,
parce que c'est super compliqué et puis voilà, je suis pas assez intelligent pour faire une bonne interface comme il faut et puis ça me fait un peu chier. Il faut être assez logique dans sa tête pour comprendre un peu tout et surtout au niveau du script. Et pour moi, c'est plus qui est organique, on va dire. Chacun ses spécificités, de toute façon. Je pense qu'effectivement. Voilà, et ça rime à rien de forcer un designer à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et pour moi, c'était les animaux, les monstres, les oiseaux. Donc, je vais regarder sur YouTube, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça en français Tu peux le dire en anglais, si tu veux. Sparrows. Ah, non, c'est des moineaux ou des rouges-gorges. C'est l'un des. Voilà, on fait moins les malins. C'est les moineaux, je crois. Oui, c'est le. Non, je confirme, c'est le moineau. C'est moineau. Donc voilà, donc je vais regarder des vidéos sur YouTube pour voir comment les moineaux volent. Comment ils volent. Parce que chaque moineau dans le jeu va avoir, on va dire, j'explique grosso modo, va avoir un cerveau. Et tout le temps, il va se poser la question où suis-je? Qui est autour de moi? Est-ce que je suis censé me rapprocher d'un autre moineau? Est-ce que j'ai envie de m'éloigner d'un autre moineau? Est-ce que ce moineau... Peut-être que j'ai déjà trop de moineaux autour de moi, d'accord? Donc, bon, ça, c'est juste quelques trucs qu'on peut faire. Et donc, on se retrouve avec cette nuée, ce nuage de moineaux qui s'ouvre et qui se referme et qui descend à ras-motte un peu, qui va remonter, qui va voler entre les branches des arbres, tu vois. Donc ça, pour moi, ça, c'est super. C'est quand je regarde mon boulot, je dis, ça, c'est du beau moineau. Et c'est bien parce qu'en plus de ça, on a la vidéo derrière qui tourne, qui est en rapport avec ce que tu dis. Alors c'est pas un moineau là, c'est des gros moineaux. C'est des gros moineaux, mais c'est un peu ça en fait, parce qu'on les voyait tourner et c'est un peu ce genre de choses. Voilà. Ça c'est assez différent, ouais. Mais on voit toute la nature qui est autour, tous les effets de détail, tout le monde autour. En fait, voilà, effectivement, là tu pourrais t'arrêter après avoir combattu les harpies quand même. Voilà. Mais tu peux t'arrêter, regarder toute la nature autour, les détails. On a vu tout à l'heure Geralt qui passait, il y avait un corbeau qui s'est envolé juste devant lui parce que Geralt passait, mais sinon il faisait sa vie tout seul. Là-haut, voilà. Et ça, quand je fais mon... en tant que designer, quand je fais mon boulot comme il faut... oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, d'ailleurs, il s'arrête pour regarder un peu tout. Voilà, c'est ça, oui, effectivement. Bon, ça, c'est un peu vieux comme ça date de l'E3. Oui, c'était la présentation pour montrer ce que j'avais, les désolé. Non, mais c'est pas plus mal. D'accord. Donc voilà, quand je fais mon boulot comme il faut, personne ne s'en rend compte et c'est très bien. C'est le but. Et c'est le but, le fait que ça soit naturel au final. C'est super c'est déjà très très beau. Là, tu dis que c'est une vieille version de l'E3, alors j'imagine la nouvelle version, elle doit être encore plus belle, quoi. C'est ok. Bon, ça calme tout de suite forcément. Ah ouais, non, et puis tu vois la cascade là. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es très très fier dans le jeu, dont tu es extrêmement fier d'avoir pu réussir? Donc là, tu parlais des moineaux, mais peut-être autre chose. Que tu es fier d'avoir pu implémenter dans le jeu et qui fonctionne. Si, j'ai fait un truc. Donc on m'a demandé de designer. On m'a dit ok, il nous faut un mini-jeu, on dit en français, ça se dit mini-jeu. Mini-jeu, bien sûr, tout à fait, c'est exactement ce qu'on veut dire. Un mini-jeu, peut-être quelque chose qui changerait du dice poker, parce que dans les autres jeux, on peut jouer donc au dice poker, qui n'est pas trop mal, mais ils voulaient peut-être faire quelque chose d'autre. Donc on m'a dit il faut que ça dure 10 minutes, donc ce soit pas trop long. Il faudrait que ça suive la description qu'il y a un peu dans le livre, parce que Witcher, il faut préciser, ce sont des livres. Ce sont des livres à la base, oui, tout à fait, des romans. Ouais, des livres à la base que je recommande. Dont je ne me ferai pas l'honneur de donner le nom de l'auteur, parce qu'il est juste imprononçable pour nous Français. Pardon? Sapkowski. Oui. Voilà. Bon, d'accord. Tu le dis mieux que moi, certainement, Damien. Et donc oui, les livres sont très bons. Bon, le jeu se déroule à la fin, enfin après les livres. Donc vous n'avez pas besoin de les lire pour comprendre ce qui se passe. Mais donc dans le livre, il y a genre une ligne qui parle de ce jeu de cartes qui s'appelle Gwent. Et Gwent, c'est un jeu de cartes qui montre deux armées qui se battent. Voilà, c'est grosso modo donc c'est assez vague et on m'a donné un week-end pour le faire. On m'a dit par contre le truc c'est que tu as 2 jours pour le faire parce qu'on voudrait quand même avoir un prototype assez rapidement. Je fais putain 2 jours ça va être chaud parce que surtout les mini games, enfin les mini jeux faut quand même réfléchir parce que
je voulais pas faire un truc qui soit trop simple, mais vraiment un truc où le joueur va réfléchir, et même s'il passe 10 minutes où il est investi dans le truc. Et donc j'ai passé un week-end là-dessus, et j'ai bossé avec un pote à moi qui est à fond dans les jeux de plateau aussi, et on a travaillé ensemble. On a fait donc Gwent, qui est un jeu de cartes. C'est un deck building game, donc vous avez des decks, il y a 4 factions, on a genre 200 cartes à trouver dans le monde, on peut en acheter, on peut aussi tuer des gens pour les avoir. Attends, excusez-moi, 200 cartes, c'est un jeu de cartes à collectionner en fait, quasiment. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un jeu de cartes à collectionner, et le but en gros c'est assez simple. Au début on a 10 cartes en main, et ces 10 cartes vont rester avec vous jusqu'à la fin des 2 parties. En fait, il faut gagner 2 parties. À chaque fois qu'on met une carte sur le battleground, sur le champ de bataille, à la fin de chaque tour, la carte va partir. Donc, chaque fois qu'on met une carte, on lui dit bye bye. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et l'idée, c'est d'avoir un chiffre plus élevé que l'autre. Voilà, donc c'est assez simple. C'est un peu comme la bataille, on va dire. Seulement, après, il y a des cartes qui vont permettre d'augmenter ce chiffre, de le réduire peut-être, de faire plusieurs... on peut bluffer aussi, enfin c'est assez intéressant, et je voulais expliquer justement un truc qui est bien, c'est des projects, c'est que quand on veut faire un truc, souvent on nous le laisse faire. Donc j'ai été voir quelqu'un, et donc on a fait ce jeu, ils m'ont fait ouais super, on va le faire, donc on a fait un prototype. Après j'ai fait waouh, ce serait bien si on pouvait faire une version papier. Ils ont fait super, on va le faire. Le mec qui dit jamais non quoi. Ouais, mais si ça a du sens, on va le faire. Donc on a fait une version papier, c'est génial. Et l'autre jour je dis, faudrait quand même, parce que bien sûr on peut expliquer Gwent, on explique Gwent dans le jeu, il y a un tuto, mais j'aimerais quand même expliquer Gwent aux joueurs. Donc j'ai joué une partie, je l'ai filmé, on a été voir le gars de l'audio, et on lui a dit ok, moi et Rafaou, donc mon pote avec qui je designais le jeu, on va commenter un jeu et on va expliquer en même temps ce qu'est Gwent et pourquoi j'ai joué certaines cartes au lieu d'autres, et on a fait une vidéo, et je pense qu'on va la mettre en ligne bientôt, voilà. Et le marketing était super content, ils ont fait ouais faites votre truc, y a pas de problème. Donc voilà. Donc, ok. Gwent. Bon, c'est une belle petite anecdote en tout cas. Faut se dire que 200 cartes pour un jeu comme ça, c'est pas mal du tout quoi. Un pool de 200 cartes, c'est pas Hearthstone, mais c'est quand même plus qu'honorable quoi. Donc surtout quand c'est juste une petite feature. Oui, voilà, quand c'est une petite feature du jeu, c'est vraiment énorme. Et alors du coup, je pose la question, est-ce qu'il y aura quand même le poker DD ou pas du tout ? Non, on l'a pas mis. C'était simple, soit on allait. Ouais. C'est simple, soit mon idée c'était de la merde, et on allait sur le Dice Poker, soit ils préféraient Dice Poker, et donc on a été le faire. Donc voilà, parce qu'on n'a pas vraiment. Faut comprendre aussi, ça coûte de l'argent d'avoir un designer, un programmeur, un artiste, par exemple, on va dire quelques semaines juste pour faire un mini-jeu. On est d'accord. D'accord. Ah oui, bien sûr. Le budget nous disait, ok les gars, vous pouvez faire un mini-jeu, donc soit tu proposes un jeu qu'on trouve meilleur que le Dice Poker, soit on fait Dice Poker, et peut-être qu'on va essayer de le faire un peu différemment, donc que ce soit un peu un upgrade. Okay. Donc voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'est sur ces dernières petites anecdotes qu'on va terminer l'émission, parce que derrière nous, il y a 100% comestibles, forcément, qui reprennent le plateau. Damien, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir donné ton top 10. C'était vraiment très intéressant, parce qu'on a eu beaucoup de choses qui nous ont appris des choses sur ta vie de joueur personnel. Et puis, ça a donné peut-être des petites anecdotes qu'on va retrouver dans le jeu The Witcher. Ah bah tiens, c'est marrant ça, on le retrouve dans un des jeux de Damien. Ça, je pense que c'est des choses qui vont arriver certainement quand je vais commencer à jouer à The Witcher 3, et vous aussi derrière votre écran. Je pense que de l'espace. Voilà. Et puis surtout bravo à vous tous. Hein, bravo. On comprend votre joie en fait. C'est bravo. Voilà, on ressent la passion et on a hâte de la partager surtout. Voilà. Mais vous vous rendez pas compte, parce que ça fait des années, on a vu le jeu au début quand c'est un peu comme notre bébé qui est un peu tout laid. Et on essaye de le rendre mieux et mieux, etc. Mais pour nous, on voit toujours comment on pourrait passer 2, 3, 4, 50 dessus, encore plus, pour faire un jeu qui soit encore meilleur. Et donc, on a toujours peur quand on le montre, ces
des fois, on a vraiment pas envie de le montrer, on a envie de le garder pour nous. Ouais. Là, on va le lâcher maintenant. On le veut maintenant. Voilà, non, quand les gens nous disent, mais non, c'est un très bon jeu, vraiment, bravo, ça fait super plaisir. Ok. Bon, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, Damien. Quand tu viens à Paris, tu viens chez OGaming. Hein, T'es bienvenu. Allez, écoutez, maintenant à mardi prochain, 18h, hein, pour un nouveau Top of the Top avec un nouvel invité. Oui, ça s'enchaîne. Hein, ça s'enchaîne les stars. Ça s'enchaîne, effectivement. Et puis, allez acheter The Witcher 3, il est très 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 bon. Là, je pense que on m'a dit, il est pas mal. Les critiques sont unanimes de toute façon. Les critiques sont unanimes. Allez l'acheter. Et puis nous, on se retrouve donc mardi 18h tous les matins. Zortom, Geek Morning de 10h à 13h. Je pense qu'il y aura un moment Damien qui va venir. Et puis et à chaque pleine lune, sur 3 mercredi et la vous semaine retrouvez prochaine. juste après. Il y a quoi juste après? Sur la multigaming, je sais plus. Il y a Tolki qui présente sur l'émission de Magic, oui. Voilà, oui, exactement. Kind of Magic, qui est juste après nous. Allez, à mardi prochain et à 10h pour le Geek Morning. Salut, au revoir Damien, merci. Au revoir. Bonne bière. Merci, au pluriel. On va se défoncer.